Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Twitch. Bah ouais, on est carrément dans Twitch. On est méta ce soir, on est vraiment en plein dedans. Putain, merde quoi. 1 seconde et demie d'émission et ça ne va déjà plus. Moi je n'en peux plus. Bah, c'était tout pour Grand Prix. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Allez, merci bien. Non. On va bien rester quand même pendant une bonne heure et demie pour parler notamment du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 qui a eu lieu hier sur le circuit d'Austin, remporté par Max Verstappen. La lutte continue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Elle est très très sympathique cette lutte entre Lewis Hamilton et Shaquille O'Neal visiblement également. C'était la personne qu'on a le plus vu sur le podium, c'était Shaquille O'Neal. Hier soir, on parlera aussi de Fernando Alonso. Elle est là, hein, rassurez-vous, elle est bien prête parce que bon Dieu, il a encore été grandiose Fernando Alonso pendant ce Grand Prix. Et puis on reviendra aussi un petit peu de manière un peu plus générale, notamment sur les propos de Max Verstappen vis-à-vis de Netflix. Le néerlandais leader du championnat du monde n'a pas l'air de trouver la série totalement à son goût. Spoiler, je suis pas le seul à penser ça comme ça, très clairement. Et puis on parlera aussi de Mercedes qui semble quand même être un petit peu plus dans le dur que ces dernières saisons. Et on va aussi essayer de regarder quelles seraient évidemment les causes de cette petite perte de performance qui n'est pas non plus dramatique. Ils sont pas au niveau de Haas. Calmons-nous. Bien évidemment, à mes côtés, comme toujours, hein, la case en haut à droite, l'ami Manu. Comment ça va ? Écoute, ça va, salut Michael, salut à tous. Ça va bien, écoute, un super Grand Prix, en tout cas une belle lutte entre nos deux candidats au titre qui continuent de régaler cette saison et qui nous ont encore fait un week-end assez hors du commun. Donc on a de quoi dire et puis de quoi les féliciter quand même si l'écart se creuse au championnat. Eh oui, mais bon, ça reste encore un écart relativement compact et oui. Voilà, ça devrait nous permettre d'attendre patiemment mon cher Franck, évidemment, la casse-moteur de l'un des deux qui fera un 25-0 et qui nous détruira l'intérêt. Salut tout le monde, bah oui, écoutez, encore un très beau Grand Prix, je pense il n'y a pas un seul Grand Prix de 2021 pour l'instant qui est à jeter, clairement. Voilà, c'est la lutte avec les résultats qu'on n'attendait pas, parce qu'on avait tous dit circuit Mercedes, et puis finalement, Red Bull a réussi à progresser au fur et à mesure du week-end pour aller s'imposer au nez à la barbe de Mercedes sur ses terres, donc voilà, on va en parler en long, en large et en travers. Oui, effectivement, c'était à peu près, je pense, le Grand Prix qui nous fait dire maintenant que c'est fini. Les circuits Mercedes, les circuits Red Bull, ceci, cela, c'est terminé. Mettons ça de côté, parce qu'à mon avis, maintenant, ça va juste être une très belle lutte jusqu'au bout. Et puis, vous le voyez, entre Lewis et entre Shaq. Monsieur Alex, comment ça va ? Ça va très bien. Ravi d'être ici. Donc, on a pris beaucoup de plaisir aussi ce week-end. Et ça faisait également plaisir de voir que ce Grand Prix à Austin, c'était une vraie fête. On a eu le record d'affluence sur les 3 jours avec 400 000 spectateurs. On a eu la F1 qui a cartonné aux États-Unis, qui a cartonné avec l'ambiance. Il y avait un petit goût de monde d'avant et ça faisait plaisir. Et ça doit aussi encourager Liberty qui tient tant à ce marché américain. Ouais, 400 000 spectateurs, c'est le record, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, sur un week-end. Après, bon, c'est sur 3 jours évidemment. On rappelle comment on compte ce genre de choses. Imaginons tous les 4, on se fait un kiff, on va à Austin pour les 3 jours, on y va tous les jours, et ben nous comptons pour 3 x 4, 12 personnes. Voilà, puisqu'on compte à chaque fois. Mais bon, ça reste quand même un bon paquet de gens. Il y avait un bon 130-140 000 spectateurs au moins hier sur le circuit. De toute façon, on ne savait plus où les mettre. C'était absolument incroyable. Il y avait des files assez impressionnantes aussi pour rentrer dans le circuit tout au long de cette journée de dimanche. Et voilà, ça prouve au moins que la Formule 1 a réussi un petit peu à conquérir les États-Unis. Maintenant, on a hâte de voir ce que ça a donné à Miami, parce que Miami, c'est aussi une autre terre qui peut être très propice aussi à faire des bonnes choses. Parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont réussi à faire des records absolus au niveau de la Formule 1 au Texas. C'est un état. Au pire, il y avait l'Alabama qui devait être encore plus hostile à la F1 à la base. Mais enfin là, au Texas, quand même, ils ont été très forts pour faire ce genre de record. On va donc parler de ce Grand Prix des États-Unis, le 17e acte maintenant de la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Il en reste 5 encore, faut s'habituer à ces chiffres bien sûr. C'est donc Max Verstappen qui s'est imposé depuis la pole position. Ça aussi, la pole position, on ne l'attendait pas forcément. J'ai été un petit peu surpris, je ne sais pas ce que vous avez pensé, du rythme de Mercedes qui n'avait pas l'air justement d'aller, comme souvent Mercedes prend le temps, et Lewis Hamilton en particulier, ils rentrent dans le week-end tranquillement et puis ils atteignent leur pic en qualification. Moi j'ai l'impression que c'était plutôt l'inverse, et que c'est Verstappen qui a réussi plutôt à bien remonter. Je ne sais pas si tu as eu la même impression, Franck. Oui, alors... Effectivement, ils ont admis, ils sont très bien partis le vendredi, donc chez Mercedes, libre 1 parfait, donc c'était les bases étaient jetées, ça semblait
Ça semblait bien parti pour un week-end Mercedes avec un bel écart sur Red Bull. Et effectivement, après, en livre 2, livre 3, Pérez a pris les devants. Ça aussi, ça a étonné aussi de voir Sergio devant Max. Donc là, on s'est dit, bon, ok, il y a peut-être quelque chose ce week-end qui tourne pas rond. Voilà, bon, à voir. Et en fait, voilà, ça s'est expliqué parce que voilà, Mercedes n'est pas parti vraiment sur la bonne direction concernant les réglages. Et quand on est maintenant dans cette période de la fin d'année où tout le monde est à fond sur 2022, où il n'y a vraiment plus de nouvelles pièces qui arrivent, les réglages, c'est ce qui permet de faire la différence. Et voilà, il y a vraiment eu un gros travail, je pense, du côté de Red Bull, en simulateur notamment. Il faut pas oublier que voilà, Red Bull a un pilote en simulateur qui s'appelle Alex Albon, qui tourne quasiment non-stop, qui prépare les week-ends comme c'est pas permis. Chez Mercedes, ils ont perdu Esteban Ocon, ils n'ont plus que De Vries, Van Doorn, voilà, donc c'est aussi une différence d'expérience récente sur les F1 modernes. Je dis pas que ça fait tout, je dis juste que à l'époque où les simulateurs deviennent extrêmement importants, extrêmement précis, ce genre de travail là où on doit vraiment fignoler tous les réglages, ça a son importance sur un week-end comme ça quand on doit aller chercher 1, 2 ou 3 dixièmes. Donc voilà, donc Mercedes c'est clairement fourvoyé sur les réglages, hein. Ils l'ont admis eux-mêmes. Voilà, donc alors que Mercedes stagnait ou baissait, Red Bull a sérieusement progressé, a donc pu prendre et la pole et voilà, et surtout tenir un très très bon rythme de course. Donc voilà, ça s'explique aussi par les réglages principalement. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit effectivement il n'y aura plus forcément de circuit pour l'un ou l'autre, c'est simplement que ça va jouer cette compréhension sur ce peaufinage des réglages jusqu'à la fin de la saison, et c'est ça qui va être très intéressant, notamment on pense à Jeddah, on pense au Qatar, qui seront des pistes que la Formule 1 n'a encore jamais visitées. Ça pourrait avoir son effet effectivement, et donc Manu, Verstappen qui s'impose, c'était pas très bien parti, hein, parce qu'il s'est fait dépasser par Lewis Hamilton au départ, ensuite il ne pouvait rien faire face à la vitesse de pointe de la Mercedes, on s'est pas inquiété chez Red Bull, hein. Non, et puis finalement, ça montre un peu, comme on a vu déjà précédemment dans l'année, notamment à Sochi en fin de course avec la pluie, que finalement, être premier dans une lutte comme ça aussi serrée, c'est pas forcément ce qui est le plus facile en termes stratégiques, parce que ça laisse à celui qui est derrière la possibilité de prendre l'initiative, vu que c'est celui qui a le moins à perdre en fait. Du coup, on voit que ça marche souvent. Ça a marché en Espagne pour Mercedes, ça a marché en France pour Red Bull, ça a marché de nouveau pour Mercedes en Russie, et là, ça marche pour Red Bull aux États-Unis, et c'est vrai que c'est le truc qu'on voit pas mal cette année, et notamment parce qu'il y a des luttes qui sont hyper serrées à l'avant. Maintenant, c'est vrai que le rythme global de la Red Bull était de toute façon meilleur. Mercedes, c'est un petit peu, ils ont dit qu'ils se sont un petit peu mis en trompe-l'œil vendredi matin en poussant un peu le moteur en fait, et du coup, ils ont eu l'impression d'avoir des bons chronos. Et à l'inverse, Verstappen a eu des problèmes dans toutes ses tentatives et n'a pas réussi à un vrai chrono bien propre du vendredi. Du coup, ça a fait que ils ont eu l'impression, arrivé vendredi soir, qu'ils avaient un peu d'avance. Et possiblement, ils se sont reposés un peu sur leur laurier. Et puis, ils sont partis dans des mauvaises directions en pensant qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Et derrière, c'était trop tard puisqu'il restait que la journée des qualifs. Donc, ça a été un peu les choses compliquées pour eux. Et puis, il faut quand même admettre de toute façon que la Red Bull a fait vraiment des progrès. Et aujourd'hui, elle est la voiture la plus versatile. Autant il y a des circuits où la Mercedes peine un peu, autant la Red Bull a toujours un avantage qui fait que... au moins un atout qui fait qu'elle aura l'avantage quelque part. Donc, et puis elle est très bien exploitée par ses pilotes qui ont fait une super course tous les deux. Donc forcément, ça a fait que ils ont pu faire fonctionner une stratégie agressive pour Verstappen, qui n'était pas gagnée. Il fallait quand même y arriver. Il fallait que Verstappen trouve le bon équilibre à la fin de course entre l'économie des pneus et la performance, et c'est ce qu'il a super bien réussi à faire. Donc bravo à lui, parce que ça a failli ne pas payer. On a vu Hamilton lui reprendre 3 secondes en 2 tours à un moment, ce qui était énorme. Et finalement, ça a tenu pour 1 seconde 3 à la fin. Donc ça montre à quel point la saison se joue à pas grand-chose. Je dirais quand même que chez Mercedes, on s'est un peu fourvoyé. Parce que bon, le début, et c'est encore une fois, pour revenir à ce qu'on dit depuis le début de saison, il y a quand même une forme de passivité chez Mercedes qui est assez... parce que, je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais je comprends l'idée de vouloir le faire rester en piste au premier arrêt, ou après le premier arrêt de Verstappen, mais... On est sur un week-end où on sait qu'il fait très chaud, on sait qu'il y a beaucoup de bosses, on sait que l'asphalte dégrade les pneus, on sait, Sainz le disait notamment, lui, partir avec les tendres, il trouvait que c'était terrible, et il savait que ça allait être une course compliquée, donc on savait que les pneus n'allaient pas tenir, et pourtant, à aucun moment, on a l'impression que Mercedes se soit dit, vite, il faut couvrir Verstappen, il faut faire quelque chose. Non, et puis ce qui est étonnant, c'est que c'est ce constat que fait aussi un peu Toto Wolff, alors pas dans des termes très crus, mais même après la course, il a dit il y a eu 2 stratégies, aujourd'hui il y a une stratégie audacieuse et une autre équipe a pris une stratégie d'overcut par nécessité. Donc évidemment la stratégie audacieuse et courageuse, c'était celle de Red Bull, et celle
par nécessité l'overcut, c'était celle de Hamilton. Mais on peut se demander, est-ce que c'était vraiment une stratégie d'overcut, puisque même lorsque Verstappen est rentré très tôt, hein, Mercedes a attendu 3 tours avant de faire entrer Hamilton. Alors, l'overcut, ça veut dire faire durer plus que 3 tours. Et contrer l'undercut, ça veut dire rentrer un tour après, mais 3 tours après, c'est dans un entre-deux, je crois, qui n'est pas du tout pertinent. Et donc, même après la course, Toto Wolff a dit on va réexaminer les stratégies et sous-entendu, on va être plus agressif. Et c'est cette même agressivité que Verstappen, à la radio, juste après l'arrivée, disait oui, c'est bien d'être agressif parfois. Donc lui-même avait confiance que sa stratégie agressive avait payé. Il était même surpris que cette stratégie avait payé, puisqu'on voyait Hamilton revenir très vite et même Horner y croyait encore moins que Verstappen. Donc voilà, ça peut peut-être être un tournant. Mercedes va peut-être tenter des stratégies plus agressives, alors peut-être au risque de se tromper, et Red Bull va les reprendre à leur propre jeu. Et voilà. Ce qui est à signaler aussi, c'est que c'est plus facile de tenter des stratégies agressives du côté de Red Bull quand on a 2 voitures, parce que même si Pérez a fini à plus de 40 secondes du vainqueur, il était quand même dans le premier relais un peu plus à l'aise en médium, hein. Il était à 3, 4, 5, 6 secondes de Hamilton, et Hamilton au contraire avait un Bottas qui luttait avec une Red Bull bis, celle de Tsunoda, enfin une AlphaTauri, plus qu'avec les voitures de devant. Donc c'est plus facile aussi d'être agressif quand on est 2. Ouais, moi je suis d'ailleurs super étonné pour rajouter ce que tu dis, c'est que on voit très vite dès que Verstappen se relance en dur après son premier arrêt, il prend des records de secteur immédiatement. Ça fait du presque 1 seconde 5, 2 secondes au bout du premier tour. Là on se dit pourquoi Mercedes ne réagit pas. On sait déjà avec la chaleur qu'il fait que les médiums de toute façon n'étaient pas les bons pneus pour ce Grand Prix. Il y avait vraiment que les durs qui pouvaient à la fois durer en performance et durer en longueur. Donc moi non plus, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je pense que tout le monde, quand on a regardé le Grand Prix, avec Manu, là, on échange forcément. On s'est vraiment demandé pourquoi il s'arrêtait tout de suite, quoi. Et les médiums ont été clairement largués au fur et à mesure. Donc ouais, effectivement, moi je pense qu'il y avait un gros loupé là du côté de Mercedes, de James Walls. Sur la stratégie, effectivement c'est à revoir, mais c'est assez limpide en tout cas. Même aujourd'hui, ils l'admettent, c'est assez limpide. Ils auraient dû s'arrêter tout de suite ou couvrir la stratégie. Et voilà, c'était le seul choix sensé à faire, pertinent. Et mais malheureusement, ils l'ont pas pris, quoi. Tommy Dez nous dit dans le chat, effectivement, un undercut, c'est un arrêt de suite, et voilà, ou alors on s'arrête beaucoup plus tard, on change complètement la stratégie. Pas cette espèce d'entre-deux. Je te laisserai un Manu juste après, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a agacé, c'est-à-dire que on l'a tous vu sur nos canapés ou devant nos ordinateurs. Je veux dire, on est à des milliers de kilomètres de là. Eux, ils ont toutes les données, ils ont tout ce qu'il faut et ils ont pas pris de décision, Manu. C'est ça qui est assez... Et justement, des fois, on dit qu'ils ont trop de données. C'est ce qu'on dit souvent quand il y a des erreurs stratégiques à ce niveau-là et dans des choses aussi évidentes. Des fois, ils ont trop de données et ils s'appuient sur des choses que nous, on n'a pas et finalement qui, avec le peu de données qu'on a, c'est-à-dire les chronos en direct et la dynamique des voitures sur la piste, nous permet de voir en fait qu'effectivement, il aurait fallu qu'ils rentrent tout de suite maintenant. C'était compliqué à faire. Je pense qu'ils ont vraiment hésité pendant ces 3 tours à le faire prolonger son relais plus longtemps et à tenter une stratégie à un arrêt ou à tenter au moins un dernier relais en médium. Mais en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure que le relais en médium avançait que les médiums ne gagnaient pas en performance sur la fin quand ils étaient un peu plus usés et qu'au final, ça allait être perdant aussi. Sauf que c'est soit des calculs qu'ils auraient dû faire avant et pouvoir réagir, soit ils auraient dû, dans tous les cas, réagir au moment où Red Bull s'est arrêté. Ils ont été surpris par Red Bull parce que l'arrêt est arrivé très très tôt, au 10e tour. Et avec le recul, ils disent qu'eux auraient pu s'arrêter au 8e. Sauf que sur le moment, ils étaient persuadés que l'arrêt arriverait comme ce qu'avait dit Pirelli, c'était aux alentours du 13 ou du 15e. Et je pense qu'ils se donnaient encore 3 tours pour voir ce qui allait arriver. Et eux, bêtement, en fait, se sont calqués sur la stratégie qu'avait dit Pirelli en pensant que ça irait... potentiellement pour faire un deuxième relais, enfin un 3e relais en médium, donc un deuxième avec les pneus les plus tendres des deux. Mais au final, ça a été perdant et je pense qu'ils se sont un peu embourbés. C'est pas la première fois qu'on voit ça cette année. On les a déjà vus, comme tu dis, quand tu dis Michael, très passifs sur la stratégie. Et je pense qu'ils ont plus la domination qu'ils avaient avant. Et quand ils sont dans des décisions comme ça, ce qu'on appelle split second, vraiment où il faut réagir en quelques secondes à sortir les mécanos, les pneus, tout ça, ils se retrouvent à devoir trop se reposer sur des choses qui sont finalement complexes et qui leur font perdre du temps. Et comme tu dis aussi Alex, c'est que aujourd'hui ils n'ont qu'une voiture contre 2, enfin en tout cas hier, et ça joue vachement, ça fait la différence. Ils se sont retrouvés en fait pris au piège qu'ils ont tendu à Ferrari et à Red Bull pendant des années depuis 2014. Quoi.
Ouais, mais c'était pour ça aussi, Verstappen était inquiet. Il avait dit à Red Bull de faire en sorte que Perez s'arrête pour que Hamilton ne puisse pas continuer, justement, et ne puisse pas se mettre dans cette situation. Il y a une question sur le chat qui dit le retour de Newey dans le paddock semble-t-il bien né. Alors non, parce que Newey, c'est pas lui qui fait les stratégies, c'est lui qui fait les voitures. Et il y a deux personnes, notamment chez Red Bull, c'est Will Courtenay, qui est chef du département stratégie, et il y a Anna Smith, qui est ingénieur stratège senior. Et dans un article intéressant qui était sur NextGen, les chefs stratèges de Red Bull racontaient leur meilleure victoire, selon eux, obtenue grâce à la stratégie. Et Schmitz évoquait cette victoire du Brésil 2019, qui fait pas mal aussi penser à celle-ci, parce que Verstappen était en tête aussi. Et la Red Bull a décidé d'abandonner la tête de course volontairement pour jouer la stratégie. Et elle disait, ce n'est pas n'importe quoi, quand vous laissez la place de leader, c'était une bonne décision, mais elle disait, en même temps, c'est vraiment une décision osée, parce qu'on perd quand même la tête de course. Enfin, même si Verstappen était deuxième, il y avait quand même un gros risque. Et donc, cette agressivité à prendre en compte. Donc, c'est pas nouveau, les stratégies agressives chez Red Bull, mais c'est plus facile à faire en 2019 quand t'as pas une voiture pour lutter pour le titre. Ça, il faut oser, il faut justement les poser sur la table quand vous jouez le titre, quand vous savez que vous pouvez perdre quand même de gros points, parce que Verstappen, il suffit d'une crevaison en fin de course, il suffit d'un souci avec les pneus, C'était quand même compliqué, effectivement, cette stratégie à 2 arrêts, avec ce deuxième arrêt qui était intervenu extrêmement tôt, mais ça a très bien fonctionné pour lui, finalement, avec cette belle victoire de Max Verstappen. Autant vous dire que l'écart augmente un petit peu au niveau du championnat pilote. Il y a maintenant 12 points. Bon, 12 points, ça reste encore tout à fait correct. Bien évidemment pour Lewis Hamilton qui a eu le point du meilleur tour en course hier soir, donc ce qui lui permet de justement limiter la casse. J'ai eu peur pour ce point-là pour Hamilton quand Verstappen a allumé du violet dans le premier secteur à tout tour de la fin. On sentait, il n'aurait pas gardé ses pneus très longtemps, l'ami Max, parce que c'est peut-être ça aussi, il est bien revenu Hamilton, effectivement, mais je pense que Verstappen devait aussi gérer correctement ses gommes. En tout cas, on a de quoi être heureux parce qu'il y a eu lutte, il y a eu bataille, il n'y a pas eu contact déjà, donc ça, on commençait aussi à craindre un petit peu, effectivement, de les voir en piste. Bon, c'était très viril sur le premier virage, des deux côtés. Verstappen qui pousse Hamilton et Hamilton qui pousse Verstappen, mais il n'y a pas eu de contact et tout a été très propre, donc ça c'était bien. Vous savez, on en parlera tout à l'heure du milieu du fond de peloton, où là ça a été moins propre. C'était un bazar absolument incroyable. Non, tu as raison de parler du départ, effectivement, parce que je pense qu'on était tous au moment du départ à attendre quelque chose d'incroyable à cette épingle-là. Est-ce que ça va être très très viril au contact ou pas? Ça a été propre. Bon, Max a tassé ce qu'il faut bien sur la gauche Lewis, mais il lui a laissé la place. Bon, Lewis a poursuivi évidemment sa trajectoire, était à l'intérieur, donc c'était plus facile. Voilà, ils se sont respectés au premier virage. Donc certes, Max a dû passer par l'extérieur et a retrouvé sa place grâce à Sergio qui a vite relâché les gaz. Donc voilà, je pense qu'on peut être rassuré là du fait que ça n'ira pas au contact à chaque fois, parce qu'il reste encore quand même 5 courses à faire. Donc si on craint sur chaque départ un accrochage, ce qui peut toujours arriver, mais là on se dit quand même il y a une certaine dose de respect qui est certainement revenue, parce que ils savent tous les deux qu'ils ont beaucoup à perdre sur un abandon ou un tête à queue ou autre chose au départ. Voilà, moi j'étais un peu rassuré par ça, donc c'était viril mais correct. Exactement. Sergio Perez 3e, allez, on dit du mal de lui depuis quelques courses, on va pas se le cacher, il n'est pas dans le rythme en qualification. Il se qualifie donc à la 4e place, qui se transforme en 3e place avec la pénalité de Bottas. Il fait 3e en course. Il n'était pas devant Bottas au chrono Attends que je dise pas de bêtises. Si, pardon, il se qualifie 3e. Oui, il se qualifie 3e, il finit 3e, il était là, il était dans le coup. Alors effectivement, on va retenir les 42 secondes, mais enfin, il n'avait pas de boisson. Il a fait un 2e relais en médium, ce qui n'est pas non plus ce qui n'a pas dû aider. Enfin voilà, il a quand même eu des circonstances qui font qu'il n'était pas là, mais en qualif, il y a 2 dixièmes de Verstappen, donc il est largement là où on lui a demandé d'être, Manu, et c'est quand même de bon augure pour la suite. De dire peut-être qu'il retrouve quelque chose. Après, c'est pas très important pour lui non plus d'être à l'aise dans cette Red Bull 2021, puisqu'en 2022 tout va changer, mais au moins pour l'équipe qui cherche encore les 2 titres, c'est important. Ouais, puis je pense qu'il y a un vrai besoin du côté de Pérez de se montrer que les performances qu'il a faites en début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que la 2e course de la saison, il bat Verstappen en qualif, c'était pas des performances chanceuses. Il a le potentiel, il a le niveau pour être ce qu'on lui demande d'être, c'est-à-dire juste au contact en fait du duo de tête, ce qui est le niveau de Bottas concrètement. Et ça fait quelques courses qu'on en doutait. En fait, on se disait qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il est à 5 dixièmes, 7 dixièmes. C'était des écarts qui étaient trop importants. Là, on voit que finalement, il a réussi à être proche en qualif
Il a même été en tête après la première tentative en Q3, donc ça montre qu'il était vraiment candidat à la pole position, même si du coup il rate sa dernière tentative. Et puis derrière en course, il fait un super premier relais. Le deuxième relais malheureusement lui coûte très cher parce que Red Bull veut voir ce que donnent les pneus médiums plus tard dans la course avec une voiture plus légère, et c'est lui qui est forcément fait le laboratoire. Donc ça lui coûte cher parce que là, il se retrouve quand même, il perd des poignées de secondes sur la fin de son relais. Mais du coup, derrière, il assure. Et puis, il était un petit peu esselé. Il a gardé Leclerc, grosso modo, à une dizaine de secondes derrière lui. Il n'a pas forcé parce que, mine de rien, il a dit qu'après 20 tours, il était cramé déjà, vu qu'il n'avait pas de boisson. C'était très compliqué pour lui. Et en plus, apparemment, il a dit qu'il avait été malade le matin même. Enfin, c'était assez compliqué. Oui, ouais. Il a eu une journée très, très difficile. Et au final, il s'en est sorti avec les honneurs et avec une belle performance et un deuxième podium consécutif, le 4e de la saison. Donc ça a de quoi être encourageant, surtout 2 semaines avant le Mexique où il fonde de gros espoirs parce qu'il a envie de faire un podium devant son pays, et je pense qu'il peut le faire. Honnêtement, il est dans une bonne dynamique. Et puis, mine de rien, ça lui permettra aussi d'avoir la confiance nécessaire au moment où arrivera l'hiver pour travailler sur des bonnes bases en se disant j'ai le niveau, maintenant je dois juste travailler mon rapport à la voiture 2022 et pas revoir toutes les bases de son pilotage en se disant qu'il a un problème par rapport à ce qu'il était avant. Donc je pense que là-dessus, sa fin de saison va être vraiment super positive en se disant voilà, c'est le potentiel qu'on lui avait trouvé avant est toujours là, et ce pourquoi Red Bull l'a engagé, il l'a toujours en lui. Donc je pense que là-dessus, c'est le genre de performance qui fait du bien. Et puis effectivement, avec les potentiels problèmes de fiabilité du côté de Mercedes, si Bottas continue à recevoir un moteur neuf chaque week-end, ça peut faire des points pour Red Bull qui feront pencher la balance en leur faveur au niveau des constructeurs. Markowski a raison de le signaler dans le chat, 15 millièmes l'écart avec Hamilton en qualif. Imaginez, il trouve quelques millièmes à peine, il se retrouve devant Hamilton. Là, ça peut changer aussi toute la phase du Grand Prix et mettre Red Bull encore dans de meilleures dispositions. Red Bull qui revient au championnat constructeur maintenant. Il n'y a plus que 23 points d'écart, donc ça reste serré. On a cette tendance depuis 10 Grands Prix à voir Mercedes devant, à se dire bon bah voilà, Mercedes est parti. Non, c'est encore très serré et les 2 titres sont largement à jouer, et on croise les doigts évidemment pour qu'ils se jouent jusqu'à Abu Dhabi. C'est pas garanti, puisque plus vous ajoutez les courses, plus il y a de chances d'être titré avant, mais ça peut sentir pas mal. On le souhaite. C'est hyper important pour Red Bull d'avoir Pérez en forme. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Manu, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que Pérez est un pilote qui marche beaucoup au mental. Et il s'est retrouvé, de ses propres paroles, d'ailleurs ses propres mots, avant le Grand Prix, galvanisé par la démonstration qu'il a pu faire à Dallas au volant de la Red Bull RB7, et en voyant la foule, plus après beaucoup de Mexicains, de Latinos aussi dans les tribunes d'Austin. Donc on sait que c'est un pilote qui marche beaucoup au mental. Et de voir tout ce soutien-là, je pense que ça le fait aussi peut-être regagner un petit peu de confiance en lui là au moment où il fallait, chez lui au Mexique. Donc du coup, dans 15 jours, ça peut être très intéressant de voir ce qui va nous sortir. Voilà. Donc, le petit truc à rajouter par rapport à ce que dit Manu. Ça va être fameux, mais le problème c'est qu'il ne pourra pas jouer la victoire à la régulière, et ça c'est très embêtant. Sauf si Max n'est pas deuxième. Exactement, voilà, il faudrait que Max ait un souci très clairement pour que Pérez puisse jouer la victoire. On le souhaiterait évidemment, de voir gagner au Mexique. Maintenant que ça a été propre au départ aussi, on s'attend à ce que ce soit propre partout, mais ça peut ne pas l'être non plus entre Hamilton et Verstappen. Donc c'est ça. Pérez peut avoir aussi encore une fois, même sans dire qu'ils abandonneront tous les deux, il peut y avoir quelque chose au départ. À Mexico, on sait que c'est un départ qui est assez complexe, avec une chicane d'entrée de jeu, et ça peut jouer aussi en la faveur de ceux qui seront 3-4e sur la grille. Donc Pérez peut avoir sa chance. On verra, bien évidemment, ce qui se passera au niveau du Mexique. Bon, Charles Leclerc, j'ai envie de dire que c'est comme d'habitude, c'est bravo, superbe, extraordinaire. Voilà. On n'a plus de mots pour les performances de Charles Leclerc. Alexandre, je veux qu'on parle de Daniel Ricciardo, parce que ça y est, on parle de Pérez, c'est positif. Ricciardo, il a eu un week-end positif. Alors lui aussi, il a eu son petit boost. Alors Pérez, donc c'était toute la foule qui était un petit peu acquise à sa cause. On l'a entendu samedi quand il fait la pole provisoire, c'était absolument incroyable. Ricciardo, il a fait quelques tours avec la NASCAR de Dale Earnhardt, il s'est abusé, il a fait des donuts, visiblement ça l'a mis dans de très bonnes dispositions, parce qu'il bat Norris tout week-end, et c'est pas arrivé souvent cette affaire. Oui, ça doit être la recette du succès entre Pérez et Ricciardo, c'est faire des donuts pour gagner, donc il ne faudrait pas attendre Abu Dhabi pour les faire pour tous les pilotes. Et pour Ricciardo,
on ne sait plus trop quoi penser parce qu'à Monza, on s'est dit ça y est, c'est le déclic. Il fait aussi quatrième en Russie et puis week-end vraiment assez sombre en Turquie. Et là, très bonne performance où il domine Norris. Alors peut-être qu'effectivement, c'était ça le déclic de Monza. Et là aussi, c'est très important pour McLaren, hein, parce que vraiment, quand même, le moteur Ferrari marche fort. Leclerc disait, on a apporté 2-3 évolutions cette année, mais les 2-3, elles ont bien marché. Donc là, Ferrari ne revient qu'à 3,5 points. Donc sans un Ricciardo qui effectivement aurait eu ce déclic de Monza, McLaren ne pourra pas résister longtemps, surtout si on a un Norris qui rentre un petit peu dans le rang. Alors, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il fait quand même une saison très très belle, hein. Il est qu'à 1 point de Pérez au classement. Mais voir Ricciardo tout sourire, que ce soit avant ou après le Grand Prix, ça fait quand même plaisir à tout le monde. Ça a participé à la très bonne ambiance aussi à Austin. On a vu Ricciardo porter toutes les tenues du monde. Donc c'était ça faisait plaisir à tout le monde. Je pense qu'il y a personne, à part peut-être Mattia Binotto, qui n'a pas pris plaisir à voir un Ricciardo revigoré. C'est vrai que derrière Ricciardo, il a fait homme sandwich tout le week-end. J'ai rarement vu un pilote autant sollicité sur un week-end de course. Et ça ne lui a posé aucun problème. Et ça s'est terminé sur un beau Grand Prix, une belle 5e place. Donc, comme quoi, des fois, il faut peut-être tout ce genre de sollicitations. Mais c'est extraordinaire de voir le sourire en plus qu'il avait quand il a roulé avec cette NASCAR. L'avantage, évidemment, de rouler avec un casque ouvert et tout ça, c'est qu'on voyait absolument tout. Et je pense qu'on voyait son sourire jusque dans les tribunes. Donc, vraiment, c'était très fort. Manu ? On avait un look incomparable pendant la parade des pilotes où il est arrivé avec un débardeur du Texas, un chapeau et sa moustache de cow-boy, c'était quand même quelque chose. Déjà, il a débarqué jeudi dans le paddock habillé en cow-boy, ça c'était déjà exceptionnel. C'est le plus américain des Australiens, de toute façon. Ricciardo, là, il était absolument dans son élément. Un petit mot peut-être sur Norris, les amis, parce que voilà, Lando Norris, effectivement, bon, un Grand Prix 100, il faut qu'il y en ait, hein. Je veux dire, c'est pas... et puis bon, même un Grand Prix 100, il finit 8ème, hein, ça va, il est pas non plus, il n'a pas été largué comme ça a pu être le cas chez Ricciardo, mais Franck, voilà, on l'a senti un petit peu absent, Lando Norris. C'est là où Ricciardo attirait toute la lumière justement ce week-end. Lui, il n'était pas vraiment là. Un peu étonnant, effectivement, comme tu dis, Michael, sur ce Grand Prix-là, un peu en retrait, mais tout le long, en fait. Alors, on sait pourtant que les coéquipiers partagent leur réglage, en général, donc... Si effectivement Daniel avait réussi à trouver quelque chose de plus performant que Lando dès les essais libres du vendredi, ce qui était le cas, puisqu'en fait il était déjà plus rapide dès le vendredi, ça aurait pu effectivement mettre Lando sur une meilleure piste. Mais non, effectivement, tout le long du week-end, bon, c'était pas la claque que le Norris met à Ricciardo d'habitude. Hein. Voilà, c'était beaucoup plus fin que ça entre les deux. Mais voilà, constamment, des qualifications et courses, Daniel est resté devant. Moi, ça m'a fait bien plaisir pour lui parce qu'effectivement, c'est un petit peu la star aux États-Unis, Daniel Ricciardo, starisé aussi par Netflix. Hein. Netflix, on en reparlera aussi. Voilà, ça a fait beaucoup pour sa popularité dans le pays. Voilà, non. Comment l'expliquer ? Je pense qu'il n'y a que l'équipe derrière qui pourra dire pourquoi Lando était moins rapide que Daniel sur ce Grand Prix-là. Est-ce que c'était une question de réglage ? Est-ce que c'était une question de confiance dans la voiture sur ce circuit en particulier ? Voilà, il y a des choses qu'on ne s'explique pas forcément sur un week-end, c'est plutôt sur la saison complète. Moi, je dis, il faut avoir la confirmation sur les prochains Grands Prix que effectivement Ricciardo est peut-être revenu au niveau où il pensait être à la fin de l'été. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est le fait qu'on attendait beaucoup de lui chez McLaren, mais même s'il y a un 11-6 en faveur de Norris en qualif, Ricciardo est qu'à 120 millième en moyenne de son équipier en qualif. C'est une saison un peu en trompe-l'œil pour Ricciardo parce qu'elle semble vraiment catastrophique vu que sa victoire sauve un peu le truc et qu'on l'a vu complètement déprimé avant la pause à se prendre des roustes, mais il a quand même devancé 6 fois Norris cette année, ce que n'ont pas fait d'autres. Et finalement, le bilan est plus sévère chez Ferrari, par exemple, là où on dit beaucoup de bien de Sainz. Et finalement, l'écart est assez serré. Alors, je pense que c'est lié aux attentes aussi qu'on avait sur Ricciardo, forcément, qui étaient très élevées. Mais la base n'est pas si mauvaise pour l'an prochain. Et effectivement, je pense que la lutte qu'on attendait cette année entre les deux, à mon avis, aura bien lieu l'an prochain. Le problème pour Ricciardo, c'est que, imaginons qu'à Abu Dhabi, il dit « Ça y est, j'ai trouvé la clé pour piloter cette voiture ». Le problème, c'est qu'on la jette à la poubelle pour l'an prochain. Donc finalement, c'est pas très grave s'il ne trouve pas la clé aujourd'hui. Ouais, voilà. Et puis il a la confiance, quoi. L'important, c'est d'avoir le bon sentiment avec l'équipe, et je pense que ça, niveau feeling et niveau rapport de travail, ça a l'air de bien marcher. Donc, c'est évidemment le principal pour la suite. On va aussi faire quelque chose qu'on fait rarement dans le Grand Prix, mais on va dire bravo à Yuki Tsunoda,
parce qu'il a fait un très beau week-end. Yuki Tsunoda qui termine 9ème, qui a fait un Grand Prix excellent. Encore une fois, il a gardé Bottas un petit peu derrière lui. Il a fait un joli Grand Prix, de jolies passes d'armes. Et on sent qu'il était sur la pente qu'on a entrevue en Turquie, avec ce très bon premier relais jusqu'à sa faute. Et là, au moment où il a fait une erreur, c'était fini. Ce week-end, il n'a pas fait de faute, et du coup, il n'a pas eu le moment où il s'est crispé. Et il s'est retrouvé. Alors que la célèbre inconnue nous dit j'aurais tellement aimé le voir sur le podium avec Shaq. Non, du coup, on l'aurait pas vu. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les caméras, il aurait fallu dézoomer, quoi. Ça aurait été. Ils sont pas à la même échelle, les deux. Ça aurait été compliqué. Retrouver sur Google, il y a cherché quand Shaquille O'Neal était venu, parce que c'est un grand fan de sport mécanique. Shaquille O'Neal était déjà venu au Grand Prix d'Allemagne. Ça devait être 2001 ou 2002. Il était en stand sober. Il y a une photo où il porte Nick Heidfeld à un bras. Oui. C'est absolument incroyable. On a l'impression que Nick Heidfeld, c'est un Smarties. C'est exceptionnel. Donc voilà, vous pouvez retrouver, à mon avis, il aurait largement pu faire pareil avec Yuki. Imaginez que Mercedes offre un test à Shaq et il faut lui mouler un baquet. Alors là... J'avais vu une très bonne vanne aussi sur les réseaux où on avait mis en fait le tour de qualification de Max Verstappen, donc avec la caméra qu'on a traditionnelle au-dessus du cockpit, et ils avaient mis caméra embarquée avec Shaquille O'Neal, cockpit view driver's eye. On le voyait parce qu'évidemment il dépasse un petit peu. Le gars, forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais donc Yuki, beau week-end de Yuki Tsunoda, ça fait plaisir de le revoir comme ça, Manu. C'est-à-dire que voilà, il a montré un peu les promesses qu'on a entrevues en début d'année. Ouais, il semble enfin reprendre un peu de confiance, c'est ce qui lui manquait drastiquement. On s'était rappelé, on avait dit justement que il était lui-même surpris d'avoir été prolongé par AlphaTauri, ce qui pour moi est vraiment un truc super triste pour un pilote. Et là, on voit finalement que il oublie un peu cette interrogation et il revient aux fondamentaux qui sont faire la course. Il est un peu plus serein, il prend le temps de piloter en fait tout simplement. Il n'a pas l'air trop perturbé. Alors je ne sais pas si Marco s'est un peu éloigné, mais ça a bien servi. Et effectivement, depuis 2 courses, il est dans le rythme. Il subit moins la loi de Gasly, donc ce qui est bien parce que ça reste toujours brutal sur la saison complète, mais on le voit un peu plus proche. Et puis, si là, il arrive à plus faire d'erreurs en course, effectivement, ça donne des points à la fin. Donc, ça fait partie des jolies histoires de ce Grand Prix, finalement, entre Pérez, Ricciardo, lui et même Vettel, dont on va parler après. Ça fait quand même 4 pilotes dont on a dit beaucoup de mal et au sujet desquels on a beaucoup douté, qui commencent un petit peu à retrouver pied. Donc ouais, c'est bien pour Tsunoda parce qu'il a encore une saison à faire au moins avec AlphaTauri et dans les conditions dans lesquelles il était il y a 4-5 courses, ça n'aurait pas été possible de tenir 1 an et demi de plus. Ouais, clairement. Alors, on rappelle, il y a quand même eu 8 dixièmes entre Gasly et Tsunoda en qualif, donc il y a quand même eu valise, mais Q3. Donc au moins, il s'est qualifié dans les 10 premiers, il a fait le travail qu'il fallait, Tsunoda, puis il ne s'est pas retrouvé non plus dans des circonstances faciles, puisqu'il est parti en pneu tendre. Donc voilà, il n'avait pas la stratégie optimale, mais il a réussi à faire une jolie course. Alors, j'aimerais y avoir Shaquille O'Neal dans un go-kart. Non, on ne verrait pas le karting. Encore une fois, c'est pareil. Shaquille O'Neal s'assied sur le karting, pas dedans. Bien évidemment. Vettel qui marque le dernier point. Alors, aussi pour Tsunoda, c'est important de marquer 2 points parce que Gasly a été contraint à l'abandon. Les 2 Alpines aussi. Du coup, ça fait toujours 2-0 sur ce week-end pour AlphaTauri. C'est important quand même parce que la bagarre, elle fait rage pour cette 5e place au championnat des constructeurs. Il y a des bagarres à tous les étages cette année. C'est vraiment très intéressant. Et c'est ce qui nous plaît évidemment. Vettel 10e. J'ai envie de vous faire un papier cadeau Vettel, Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, parce que des Aston et des Alpha finissent à peu près toutes dans le même peloton. Rassurez-vous, on parlera des Alfa Romeo après, avec ce cher Fernand, mais c'est positif de le voir finir 10e, Franck, mais c'est encore la preuve que l'Aston est larguée cette saison, et voilà, elle se retrouve à se battre à des places qui sont très loin de là où elle était en dernier. Largué, ouais, bon, il partait quand même vers le fond de la grille, parce qu'il avait quand même une pénalité moteur, donc faut quand même le rappeler. Nouveau moteur Mercedes donc pour ce Grand Prix, donc c'est peut-être un peu plus de puissance aussi pour l'aider dans sa remontée. Voilà, après les Aston n'étaient pas vraiment à l'aise, à part Stroll qui tape un 6e temps à un moment, je crois que c'était vendredi après-midi, on les a pas vus du week-end. On sent clairement que la voiture est laissée de côté, que c'est 2022 qui se prépare, que c'est la nouvelle voiture, que la nouvelle usine, la nouvelle infrastructure, la nouvelle organisation, parce qu'il y a tout qui change chez Aston Martin, donc c'est clair que ça a déjà changé de nom l'année dernière, et là ça va complètement changer dans les années à venir. Donc voilà, Sébastien Vettel, il a assuré l'essentiel, il a mis la pression sur Kimi Raikkonen à la fin, c'est pour ça que Kimi part à la faute aussi et offre un petit peu ce dernier point
Sébastien Vettel, donc sur cette fin de course. Donc voilà, il a assuré pour l'instant l'essentiel. Voilà, c'est le service après-vente de l'équipe en course, malgré effectivement des performances qui sont vraiment pas au niveau de ce qu'on attendait, quoi. Non, vas-y. Non, je disais juste Aston. Je sais pas si Aston communique beaucoup avec Mercedes, mais Mercedes a quand même réussi à trouver un peu de performance dans ce concept de monoplace, donc à rake bas, donc c'est-à-dire que des voitures dont le fond plat à l'arrière est plus proche du sol que la Red Bull notamment. Chez Aston Martin, on n'a pas dû être très bien tuyauté cette année à ce niveau-là, donc je pense qu'il y a peut-être quelques ponts qui ont été rompus à ce niveau. Voilà. Moi, je serais plus enthousiaste quand même sur la course de Vettel. Alors d'accord, c'est pas le Grand Prix qu'on retiendra de sa carrière, mais effectivement, il partait en fond de grille et il a fait le plus long relais en médium de la course. C'est lui, 21 tours, et on a vu qu'il faisait chaud, on a vu qu'il y avait des bosses, tout en dépassant des voitures parce qu'il était sur une stratégie décalée. Donc, à mon avis, Vettel, c'est quand même une des belles performances de ce week-end parce qu'avec son Aston, c'était vraiment pas simple de doubler tout en préservant les gommes. Donc, pour moi, je serais un peu plus enthousiaste que vous sur ce point. On a quand même vu un beau Vettel. Et à mon avis, c'est une course encourageante pour la suite pour lui. C'est vrai que c'est important. C'est très important pour Vettel parce que voilà, il va falloir quand même l'année prochaine amener Aston peut-être vers de nouvelles sphères du classement, on leur souhaite en tout cas, donc effectivement ça va être ma foi fort sympathique pour lui, mais voilà, un petit point qui sera sans doute pas le point qu'on retiendra effectivement Alex de plus de sa carrière, mais c'est toujours ça de prix et c'est bien pour Aston qui est un petit peu dans un no man's land au niveau du classement, parce que je dis ça se bat partout, ça se bat entre les 6 premières écuries, derrière voilà, il y a tranquillement Aston qui sera là, on a Williams, on a Alpha et on a As, ça ne devrait pas bouger avant la fin de saison dans ces équipes-là. Williams et As, justement, qui là, on fait... As, évidemment, a fait le Grand Prix qu'on attendait, hein, voilà, et Schumacher a été content d'ailleurs, parce qu'il fait un joli week-end en soi, mais bon, les Williams, elles rentrent un petit peu dans le rang, hein, finalement, sur cette fin de saison. Ce qui reste positif, messieurs, parce que comme je l'évoquais hier, en 2019, elles étaient très loin du rang. En 2020, elles se sont rapprochées. Maintenant, on dit, oh, regardez, elles rentrent dans le rang, elles sont 14 et 15. Ils seraient largement pris pour des résultats pareils il y a 2 ans. Donc, c'est quand même positif. Et puis, on retiendra le joli départ de George Russell. Ça fait du bien de le voir faire un beau premier tour. George Russell, c'était pas une habitude avec la Williams. Donc, c'est plutôt sympathique. En fait, il y a un peu ce phénomène comme chez Aston où rien qu'à voir l'équipe fonctionner, tu sens que la voiture est complètement délaissée. C'est un peu ce qu'on voyait en 2008 à l'époque où on voyait des équipes qui ne faisaient plus rien du tout avec leur voiture. Et là, c'est exactement pareil. En fait, on voit que les équipes ont quasiment oublié presque leur monoplace actuelle. Ils roulent avec, ils les exploitent, mais il y a peu de moyens qui sont mis dedans. C'est uniquement des questions de réglage. Et puis, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Il n'y a pas de grande révolution qui se fait. Il n'y a pas de travail vraiment de fond qui fait qu'une équipe va changer du tout entre un jour et un suivant. Et je trouve que c'est chez Aston et Williams, ça se voit vraiment encore plus. Pourtant, c'est pas les équipes qui ont abandonné le plus tôt leur voiture, mais je trouve qu'il y a un côté un peu stagnant dans ces équipes qui traduit un peu ça. Et puis, effectivement, après, Williams, ça a été un peu difficile depuis quelques week-ends. Et quand même, je tiens à dire, tu disais, ça fait la course qu'on attendait d'eux. Ils ont quand même réussi à mal fixer le headrest de Mazepin au départ, qui est obligé à s'arrêter tout de suite. Et Mazepin a quand même réussi à gêner 2 personnes en qualif et à tourner 1 seconde et demie en moyenne plus lentement que Schumacher en course. Donc, ça, du coup, c'est la course qu'on attendait de Mazepin. Ça, Oui, c'est la course qu'on attendait. En fait, c'est une catastrophe, quoi. Et Mazepin, donc, il se fait prendre un tour par Schumacher, ce qui est assez terrible. Et c'est pas excusable, c'est pas que par l'appui-tête, hein, parce que normalement, c'est le seul aussi à avoir fait 3 arrêts. Quand tu fais 3 arrêts, tu dois quand même avoir un meilleur int par tour. C'était pas du tout le cas. Et Schumacher, c'était plutôt encourageant puisqu'il finit qu'à une petite dizaine de secondes Latifi. Et il disait même, avec quelques tours de plus, je l'aurais doublé. Bon, à mon avis, non. Mais c'était quand même plutôt encourageant pour Schumacher. Et surtout si on le compare à la seule voiture avec qui on peut le comparer, c'est-à-dire son coéquipier. Et là, c'était flagrant. Alors, on disait que Mazepin s'était un petit peu rapproché ces dernières courses. C'était un petit peu vrai par moment. Bon, là, il n'était plus à Austin, il était dans le golfe du Mexique, quoi. Ouais, moi, c'est carton rouge pour Mazepin parce qu'il a eu beaucoup de mal à rentrer un tour chrono pendant toutes les séances. Il y a eu beaucoup de séances où il restait à plus de 2 minutes parce que ses tours étaient ou effacés ou il n'y arrivait pas. Même en première séance, il était
découvrir le circuit, il était largué par rapport à Mick. J'avais l'impression vous savez, comme quand vous découvrez un jeu de F1, style F1 2025, vous vous lancez sur un circuit que vous connaissez pas trop, et vous dites merde, j'ai coupé ici, et merde, je me fais annuler mon temps là. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Voilà, le mec qui découvre le circuit, bon, ok, ça passe pas là comme ça passe pas, bon, j'arrive pas. Et surtout que Austin, quand même, pour l'avoir pratiqué sur les jeux de F1, le premier secteur, l'enchaînement de virages, il est quand même costaud. Il faut bien pointer la voiture là où il faut bien tourner là où il faut. C'est des cordes qui sont pas faciles à prendre, à appréhender, puis ça passe très très vite. Donc voilà, je ne veux pas non plus totalement jeter la pierre à Mazepin, mais il est à un niveau où il est censé pouvoir enchaîner les tours chrono comme assez rapidement. Et pas mettre, je sais plus, c'est un moment, il arrive en fin de séance, il restait même pas 5 minutes, il n'avait pas encore fait un seul tour chrono validé de la séance, quoi. Oui, mais en fait, j'ai posté un truc sur Twitter dans la Q1, à 3 minutes de la fin de la Q1, il avait toujours pas réussi un tour validé de la journée, c'est-à-dire que en EL3, son meilleur tour c'était un 2,36 parce qu'il n'a fait aucun tour rapide qui a été validé, et ses 2 premiers tours de Q1 ont été annulés aussi. Et en fait, sur tout l'ensemble du samedi, il a fait un seul tour validé en dessous des 2 minutes, ce qui est quand même vraiment un gros problème. Ouais, et c'est ce que pointe Xoan. Alors, on va pas défendre Mazepin, mais Xoan demande est-ce qu'il n'a pas de simulateur ils n'ont pas de simulateur OCS. En fait, c'est Mick Schumacher roule, lui, dans le simulateur Ferrari. Et c'est là peut-être qui explique aussi la différence sur le nouveau circuit. Et ça va peut-être encore plus se voir à Jeddah, au Qatar, etc. C'est que Schumacher, lui, il a un simulateur à Maranello qui d'ailleurs flambant neuf, tandis que Mazepin, je pense que le seul simulateur qu'il doit avoir, ça doit être une PS2 vu le budget de Haas. Donc ça peut expliquer en partie une Switch. Il joue avec F1 06 dessus. Il joue à F1 98 sur Game Boy Color. Apparemment, c'est très compliqué. Il fait largement ce qu'il peut. Bon, pour nos Français, c'était pas. La journée a été belle pour les Français sur 2 roues. Alors sur 4, c'était plus compliqué. Très clairement, Esteban Ocon, Pierre Gasly qui ont abandonné. Voilà, mais bon, alors Ocon n'était pas non plus dans un rythme tonitruant et le contact avec Latifi n'a pas aidé. Pierre Gasly, voilà, c'est dommage. C'est avec une Alpha, je crois qu'il se fait rouler sur les droits avant. Oui, mais il reste. Et après, Latifi ressort des stands, mais Ocon n'arrive pas à tuer Latifi, donc c'était un peu triste. Et donc, j'ai bien aimé quand ils ont inventé un problème pour arrêter la course d'Ocon, et ensuite Ocon à Canal a tenté. On a eu un problème à l'arrière, je ne peux pas vous en dire plus, donc ça va être un sacré gros problème diplomatique pour économiser du kilométrage. On a effectivement dit oui, il y a un problème, arrête-toi. Voilà. Bon, on t'expliquera après quand tu seras descendu de la voiture. Ça, c'était qu'à mon avis, ils n'avaient pas encore réfléchi. Ils devraient le faire d'ailleurs. Hein. Ça devrait être faire partie des meetings de stratégie. Dire, et alors, au cas où on a un souci qui n'existe pas, eh bien, ce sera un souci avec le refroidissement des coques de frein arrière droit. Voilà, il faut pouvoir donner des faits, quoi, à un moment donné. Parce que sinon, après, vous allez sur StatF1 et comment on peut remplir la case raison de l'abandon ? Ça ne peut pas aller, bien entendu. On ne la connaît toujours pas d'ailleurs, la raison. Ah bah non, moi je pense qu'il y avait, comme le dit Alexandre, il n'y avait rien. Hein. Très clairement, à mon avis, ils ont... Ah oui, non, c'était un abandon de confiance. Ils ont économisé la voiture. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu sur la voiture d'Alonso, mais... c'était ça reste quand même assez nébuleux, je trouve. C'est vrai que vous allez sur StatF1, il y a Fernando Alonso, aileron, Pierre Gasly, suspension, Esteban Ocon, point d'interrogation. On ne sait pas. On doit mettre retrait volontaire, je pense. Hein. Ça doit rentrer dans la et du coup, pour terminer le débrief du Grand Prix et pour nous amener dans notre deuxième sujet de la soirée, il faut évidemment que je m'habille, bien sûr, parce que là... c'était du grand Mendes, c'était du grand Fernando, c'était extraordinaire. Bon, il partait en fond de grille, hein, voilà, c'est pas facile, bien sûr. Lui aussi, un changement de moteur, il se retrouve en fond de grille, il fait une belle course. On va pas se le cacher, il était agressif, attaquant, on retrouve l'Alonso qu'on connaît. Mais à la radio, et pas que, mais alors à la radio déjà, il nous sort un récital exceptionnel, parce qu'on va pas se le cacher, oui, Raikkonen le dépasse en dehors de la piste. Enfin bon, si Alonso ne l'y met pas, il va pas en dehors de la piste, Raikkonen, pour dépasser. Donc déjà, c'est un petit peu de sa faute. Ouais. Vas-y Manu, je sens... moi j'aurais demandé à Raikkonen de laisser passer. En fait, mais moi c'est juste le précédent de Hamilton en Belgique en 2008, en fait, où c'est typiquement la même cas, c'est-à-dire il gagne, il réaccélère hors de la piste et il le dépasse au virage suivant, ce qui est interdit. Et en fait, Alonso le tasse en dehors de la piste, mais à aucun moment Raikkonen est devant ou même à hauteur sur le point de corde et après. Donc, Alonso prend sa trajectoire, il a raison, et Raikkonen accélère hors de la piste et dépasse au virage suivant, ce qui n'est pas normal. Après,
on en vient à la suite, qui est la tentative d'Alonso de montrer, alors il a dit que c'était pas le cas, mais la tentative d'Alonso de montrer qu'il avait raison en faisant des espèces de dive bombs complètement pétées sur Giovinazzi, ce qui était visuellement impressionnant quand même. Ah, mais j'ai eu de la peine pour Giovinazzi qui a rien demandé à personne, mais qui s'est retrouvé. Alors, ça a été incroyable. Je n'ai jamais vu ça parce que le freinage à l'épingle où il va faire un tour au centre-ville d'Austin, il ressort devant. J'ai trouvé dangereux excellent. surtout. Ah oui, non, mais c'était. Ça aurait pu s'il avait pris de côté, un T-bone comme on appelle ça en F1, ça aurait pu faire très mal, quoi. Donc ouais, c'était un peu limite là, comme cette manœuvre. Moi, je rejoins Manu sur le fait qu'il aurait peut-être que Kimi aurait dû rendre la position aussi. Effectivement, Alonso le pousse dehors, donc c'est pas un dépassement par l'extérieur hors de la piste tel qu'on le conçoit, dans le sens c'était volontaire. La FIA a d'ailleurs elle-même expliqué que ça discutait pas mal, savoir s'il fallait demander à Raikkonen de reprendre sa position ou pas. Au final, la décision a été prise de laisser les choses telles quelles. Par contre, Michael Massey, donc le directeur de course de la FIA, a annoncé qu'il y aurait un sacré débat là-dessus au prochain Grand Prix, au débriefing des pilotes. Savoir effectivement quelles sont les règles peut-être plus claires dans ces cas-là, en termes de dépassement. Peut-être statuer, comme pour les doubles drapeaux jaunes, vous avez un double drapeau jaune, on annule le chrono. Si il y a un déplacement qui est provoqué après un passage hors piste, et quelle que soit la raison, on remet les positions telles qu'elles étaient avant, quoi. Voilà. Peut-être que c'est peut-être plus facile de trancher comme ça, et puis au moins il n'y aura plus de débat. On parle de communication dans le petit bandeau que je vous ai mis au niveau de Fernando Alonso. Ce qui est formidable, c'est qu'elle s'est étendue à toute l'équipe alpine parce que l'échange avec Michael Massey, il est savoureux, incroyable. En substance, c'est dire bon, Michael, voilà, on est d'accord. Globalement, on a le droit de dépasser en dehors de la piste. Maintenant, il n'y a pas de souci. Bah non, c'est interdit. Bah oui, mais Raikkonen, il l'a fait. Donc c'est autorisé pour Raikkonen. Non, c'est pas autorisé pour Raikkonen. D'accord, donc on peut le faire. Non. Le pire, c'est que Perman demande au départ, en gros, si c'est autorisé de le faire, et explique en gros que Alonso l'a fait pensant que c'était autorisé de le faire. En fait, c'est vraiment une espèce de rhétorique, mais complètement tordue pour faire dire à Massey, en gros, que c'était interdit et que Raikkonen aurait dû être pénalisé. C'était une belle figure de style. On a eu le même débat lorsque je crois que c'était Sainz qui était en bagarre avec la McLaren. Il a dit il faut que tu relaisses passer Ricardo. Oui, mais je l'ai relaissé passer. Il avait laissé passer Norris ou l'inverse, je ne sais plus. Donc c'est ça, au début de course. Un peu cocasse. Il s'était retrouvé avec la mauvaise McLaren derrière, donc il laisse passer. Enfin, c'était absolument terrible. Je salue, tiens, justement, parce que je fais en même temps mon petit tour sur Next Gen Auto. Je salue une personne qui se reconnaîtra et qui a titré les Alfa Romeo ne sont pas rentrés dans le top 10, mais dans l'Alpine d'Alonso. Parce que c'est vrai que là, c'était le Grand Prix, un Grand Prix extraordinaire entre les trois. Mais ce qui est. Voilà, quand on parle de communication, parce que voilà, Alonso qui fait n'importe quoi en piste histoire de montrer qu'il a raison, voilà, c'est habituel. Mais encore une fois, il ne pouvait pas s'empêcher de parler après la course en disant « Ah, mais vous savez, je suis désolé pour ces fans, parce que vraiment, ça a dû leur ruiner la course de voir que les pénalités ne sont pas appliquées correctement. » Enfin, c'est des trucs... Ah oui, c'est hors du commun. On parle du pilote qui avait quand même dit qu'il fallait laisser l'espace tout le temps quand Vettel l'avait tassé hors piste. Donc c'est vraiment savoureux. Rosberg à Bahreïn, non. Enfin, oui, c'était Rosberg. Mais c'est ça. Oui, c'était Vettel qui s'était foutu de lui. Mais c'est savoureux, quoi, en fait, parce que finalement, il est dans un autre article qu'on a fait aujourd'hui, il explique qu'il a toujours lutté contre les injustices en F1. Enfin, sa com, elle est beaucoup moins passive-agressive qu'avant, mais elle est vraiment toujours savoureuse, quoi. C'est Julien Courbet de la Formule 1. Il lutte sans arrêt. C'est incroyable. Et maintenant, en plus, il nous dit également qu'il aurait dû quitter la Formule 1 plus tôt. Ça, j'ai envie de dire merci Sherlock, parce qu'à un moment donné, passer 4 ans chez McLaren, à finir 14e, moi je suis désolé, oui, moi aussi je me serais rendu compte avant qu'il fallait peut-être s'arrêter. Mais oui, j'ai toujours essayé de me battre contre les injustices, ce n'est pas nouveau, je le faisais déjà par le passé. Il y a toujours un manque de constance en fonction de la nationalité. Il remet à chaque fois des pièces dans le jukebox. C'est ça qui est extraordinaire. On rappelle, parce que peut-être que voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, on a quand même Fernando Alonso qui en Russie où dit mais vous savez, voilà, selon certaines nationalités, on peut faire un peu n'importe quoi. Et c'est exactement ce que j'ai voulu prouver en coupant comme un sagouin le premier virage du Grand Prix en ne me faisant pas pénaliser. C'est totalement, ça rentre totalement dans ma rhétorique. Cela dit, pour ceux qui l'ont. Oui, vas-y, Alex.
Non, mais cela dit, ça prouve qu'Alonso a toujours faim parce qu'il se battait quand même pour une 12e place. Il n'y avait pas de quoi être très excité. Et même pour ça, il se bat comme un chien. Donc, c'est rassurant parce qu'il a toujours envie. Il a toujours cette envie, alors qu'il se caractérise par la mauvaise foi la plus complète. Mais il pourrait aussi bien baisser les bras et dire bah, après tout, je m'en fous. Je vais sur le bas-côté. Non, il va même aller chercher ça. Donc, on est entre l'orgueil, l'envie, la mauvaise foi, voilà, un peu de tout ça. Après, on peut être rassuré aussi parce qu'on a Hamilton qui se bat pour les inégalités en dehors de la F1 et Alonso qui se bat pour les inégalités en F1. Voilà. C'est important, le We Race As One, il est partout, c'est bien, c'est très chouette. Pour ceux qui l'ont pas vu, revoir son départ en Russie parce que ça reste une masterclass de n'importe quoi quand même. Mais moi, oser faire ça alors que Sainz il s'est démonté sur le mur l'année dernière, moi franchement, je trouve que c'était faut avoir confiance en soi. Et on terminera avec cette superbe sortie qui est toujours dans l'article de Next Gen qui a été publié tout à l'heure. Je me souviens que lorsque je me battais pour le titre contre Red Bull en 2012, tout le monde savait qu'ils avaient un aileron avant très flexible et il a fallu 5 ou 6 courses pour qu'ils soient enfin bannis. Et cette année-là, je perdais le titre pour 3 points. C'est incroyable. Mendes. Est-ce que ce monsieur n'est pas la définition même de l'amertume quand même des fois? Ah mais ne jouez pas au Monopoly avec Alonso, moi c'est possible quoi. Oh là là. Mais bon, je l'aime beaucoup, hein. La casquette de la mauvaise foi n'est pas là que parce que je veux faire des caméos dans une émission, hein. C'est parce que j'apprécie beaucoup le bonhomme, mais je l'apprécie quand il roule. La cahier de la Pache appartient à Alonso. Là ça doit être incroyable. Mais tu vois bien que ton dé il est pipé là, mais tout le monde, je suis le seul à le voir là. Heureusement que je suis là pour une fois à la banque tout le temps. C'est vraiment, ça devrait être absolument incroyable. Mais donc du coup, bah voilà, il nous a encore bien, il nous a animé le Grand Prix quoi, parce que alors effectivement c'était encore une fois une course très stratégique, mais voilà, il y avait au moins cette bataille, cette espèce de grand n'importe quoi entre Alonso et les Alfa Romeo qui était rigolo à suivre, avec la Fernando Alonso qui était insupportable à la radio. Et alors là par contre on peut rassurer tout le monde parce que il y a tout ce débat en disant oui mais alors à la radio on ne met que des bribes machin. Oh vous savez, soyez contents qu'il n'y ait eu que des bribes à mon avis à la radio d'Alonso parce que j'ai pas tout réécouté mais ça devait être insupportable pendant 15 minutes. C'était pas écouté encore. C'était quand il était chez Ferrari, je crois, où il y avait. Oui, quand il y avait un problème avec Hamilton qui. C'était à Valence, il y avait une safety car qui était rentrée, Hamilton était et tout ça. Et il dit il était à quelle place? Deuxième. Et maintenant, deuxième. Ok. C'est le truc que vous devez faire de toute la course. Vous devez embêter Charlie Whiting, qui était évidemment encore là à l'époque. Charlie Whiting, sur ça, c'est le seul truc que vous devez faire de toute la course. Enfin, c'était assez fou. Comme Si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer, Fernando Alonso, je pense. Il y avait Vettel qui l'avait remplacé pendant un moment sur la pénibilité côté demande à la direction de course, mais Alonso rappelle qu'il est quand même le meilleur dans cette discipline. Et il devrait se reconvertir en directeur sportif à la place d'Alan Perman. C'est extraordinaire. Pauvre Michael Masi. oui, parce qu'en plus, Michael Masi, il était blasé 3000 pendant l'échange. Il n'en pouvait plus. Parce qu'on le sait, hein, quand vous êtes... En fait, vas-y. Ça se voit qu'il voit venir le truc, il sait ce que Perman, il sait le cheminement de pensée, il sait comment Perman amène le truc, et tu sens qu'il le fait, il rentre dans le jeu pour dire ok, je vais le laisser faire son truc, mais qu'il sait à la fin que Perman veut exactement lui faire dire ça en fait. Et c'est vrai que pour lui, des fois, des trucs comme ça, moi je pense toujours à Wolf qui avait parlé de son email qu'il avait envoyé. Enfin, des fois en course, il doit être vraiment blasé, Michael Masi quand même, parce que directeur de course font n'importe quoi. On le rappellera jamais assez, mais directeur de course et instituteur maternel, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est vraiment, il faut gérer tout le monde là. C'est très compliqué. Au moins, en maternelle, tu as un espoir de l'échanger avec le temps. C'est vrai aussi. C'est tout à fait vrai, ça. Fernand nous le prouve aussi depuis pas mal d'années. Alors, on va partir maintenant sur d'autres déclarations et voilà, on va quitter un petit peu le Grand Prix en lui-même. Mais c'est vrai que Max Verstappen a fait... Vas-y, Franck. Juste un petit mot sur le fait que Kimi a quand même perdu le point ou 2 points pour... Ouais, il a fait une Giovinazzi, c'est bien, au moins les chats. J'aurais bien voulu voir la tête à Vasseur quand même, au moment de... Ouais. Parce que je vois pas Vasseur aller engueuler Kimi, mais quand on voit comment il engueule Giovinazzi quand il perd des points, je pense que sa tête devait en dire long. Mais je me demande si finalement il commence pas, enfin il n'engueule pas aussi, parce que je pense que là, Vasseur il doit être au bout du rouleau avec le nombre d'occasions manquées cette année de marquer des points. Je pense qu'il faudra faire le calcul en fin de saison, mais je pense qu'ils auraient pu lutter contre Williams si à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de marquer des points s'était présenté, il avait validé. Donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup de regrets sur cette saison.
Ouais, de toute façon, on peut en parler aussi ici, c'est que ça permet aussi de donner l'information, c'est que l'ambiance chez Alpha entre Raikkonen et ses ingénieurs et Vasseur, elle est délétère depuis plusieurs semaines. Enfin, voilà, depuis qu'il a su qu'il devait laisser sa place à Valtteri Bottas, et ça se passe vraiment absolument très très mal selon beaucoup de sources différentes dans le paddock. Profiter de Kimi jusqu'à la fin de saison parce que il va pas faire 50 000 donuts à Abu Dhabi, il va pas faire un grand truc, il va garer la voiture, merci, au revoir, on le verra plus. Voilà. Et puis il va falloir attendre que son fils et sa fille aient l'âge d'être pilote de F1 pour le revoir dans un paddock, à mon avis. Ça va signer avec un abandon au 20e tour sur une vieille panne pourrie où il va juste partir du paddock sans que personne ne le voit partir, ça va être... c'est le style Kimi. Il avait déjà fait le coup en 2013 quand c'était son dernier Grand Prix de la saison, qu'il a abandonné sur un vieux contact au premier virage avec une voiture de front de grille et il est parti. Voilà, on l'a plus vu. C'était la fin de Kimi Räikkönen en 2013. Voilà, donc, je pense que autant on faisait le parallèle sur Twitter ce week-end avec Valentino Rossi qui faisait ses adieux à sa foule adorée à Misano où il y avait des motos à ses couleurs, il avait un casque spécial, machin, il a fait un truc incroyable à la fin de course. Là, Kimi Räikkönen, faut pas s'attendre à une célébration de toute sa carrière. Je suis pas sûr que ce soit le bonhomme. Enfin, ça serait peut-être le bonhomme, mais pas dans l'ambiance actuelle chez Alfa Romeo. C'est-à-dire que là, effectivement, ça n'a pas l'air d'être la grande joie. Mais Max Verstappen a donc fait des commentaires qui ne sont pas passés inaperçus, et c'est normal en même temps, puisqu'il est leader du championnat du monde, donc il ne va jamais faire de commentaires qui vont passer inaperçus. Mais globalement, il refuse maintenant... Alors, on a sorti donc il refusait de participer à Drive to Survive. Je rappelle que c'est impossible de refuser de participer, sachant que c'est un documentaire, c'est un docudrama fiction, vous le qualifiez ça comme vous voulez, mais de toute façon, il est leader du championnat du monde, il sera peut-être champion du monde. On verra des images de Max Verstappen dans la prochaine saison. Par contre, il refuse maintenant de parler à Netflix et de faire les petits bouts d'interviews qui sont tournés tout au long de la saison, parce qu'il juge que la série est trop scénarisée. Et alors, il y a quand même pas mal de monde qui est tombé dessus. Et je suis personnellement assez surpris de voir que les gens disent oui, mais c'est pas pro, machin. Alors que tout ce qu'il dit est totalement vrai. Il a littéralement dit ils ont créé des rivalités qui n'existent pas vraiment. Je peux vous dire qu'Alonso Sainz, le nouveau roi d'Espagne de la première saison, niveau rivalité qui n'existe pas, on est en plein dedans. Et puis le Norris Sainz de l'an dernier, c'était quand même aussi quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est à l'américaine. C'est Grosjean qui l'a dit aussi. C'est voilà, s'il n'y a pas d'effets spéciaux, d'effets sonores et un scénario qui tient la route, c'est pas américain, quoi. Donc voilà, il faut le prendre comme ça, je pense. Il faut le prendre comme alors tant qu'il n'y a pas de contre-vérités flagrantes qui sont dites, moi ça me gêne pas. Moi j'adore regarder binge-watcher Drive to Survive quand ça sort. Donc en général en 2 jours chrono c'est plié et voilà, je me suis refait la saison comme ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont effectivement vraies, il y a beaucoup de choses qui sont scénarisées, il y a beaucoup de bouts de phrases qui sont transportés d'un Grand Prix à l'autre, d'un début de saison à une fin de saison, ce genre de choses. Faut quand même avouer que le montage est quand même assez habile parce qu'on arrive à faire dire des choses, à montrer des choses qui ne sont pas forcément passées exactement comme ça. Voilà, après, il faut le prendre comme ça doit l'être, c'est un documentaire entre guillemets grand public et c'est d'ailleurs ce qui a été... pour moi, le déclencheur de cette passion pour la F1, 2019, 2020, 2021. Si vous voyez 400 000 personnes à Austin, aux États-Unis, sur un Grand Prix de F1, qui fait ça le comble, et puis des billets qui n'ont pas été vendus parce que. Des billets que des gens voulaient acheter, mais qu'il n'y a plus de place, c'est avant tout grâce à Netflix. Ça, pour beaucoup, ça fait un peu de mal à le dire, mais c'est vraiment ça. Et la starisation des pilotes de Formule 1 via Netflix, elle a été absolument énorme. Et ça a fait un bien énorme pour renouveler aussi les générations, les fans, intéresser des jeunes, des plus vieux aussi, qui regardent aussi Netflix. Il y a un excellent documentaire sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais je vous le conseille. J'ai plus le nom en tête, mais on a filmé des gens qui découvraient la Formule 1 via Netflix. Qui regardaient la série, on regardait un peu leur réaction, tout ça, et on voit des gens de tous les âges, de 15 ans comme 80 ans, réagir, suivre ça vraiment de manière très passionnée. Donc voilà, moi Netflix, il faut le prendre un peu comme ça. Je comprends que Verstappen, ça puisse l'énerver, qu'on raconte des choses qui sont pas tout à fait vraies. Maintenant, il n'y a pas de très grosse contre-vérité non plus. C'est fait pour faire l'entertainment, hein. C'est exactement ça. Donc pour moi... on peut critiquer. Maintenant, effectivement, ce serait bien dommage que si Max Verstappen est champion cette année, on n'ait pas le droit à cette petite interview dans Drive to Survive, quoi. Ouais, la première saison, il n'y avait ni Mercedes ni Ferrari et c'était quand même très bien. J'ai vu une statistique aujourd'hui qui
qui m'a fait prendre un peu conscience de ça, c'est que la dernière fois que la F1 est allée aux États-Unis et que Drive to Survive n'existait pas, il y a eu 250 000 personnes et ce week-end, il y a eu 400 000. Donc, ça fait du plus 50% en fait en 2 éditions. Et c'est quasiment que grâce à Netflix. Donc, là-dessus, bien joué. Et pour moi, la grande force de la série, c'est que ça permet au public qui n'est pas, tout le public en fait qui n'est pas composé de fans hyper hardcore, de juste mettre un visage sur le nom des pilotes et mettre une personnalité sur les casques et sur les mecs qu'on voit quasiment que dans leur voiture. Faut pas oublier que les gens qui sont pas à fond sur la F1, qui regardent pas les vidéos sur les réseaux sociaux ou qui n'ont pas spécialement tendance à regarder les coulisses déjà pendant les saisons, ne voient que des mecs casqués dans des voitures. Et finalement, ça donne aussi ce côté humain aux pilotes en disant voilà, il y a des personnalités derrière ces gens. Il y a des êtres humains et c'est pas que des robots à qui on dit d'aller le plus vite possible. Donc là-dessus, on peut pas dire que Netflix n'est pas super important. Après, effectivement, des fois, le problème c'est que plus ça va, plus ils en font des caisses au niveau du montage et du scénario un peu alambiqué. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Il faudrait le problème c'est que c'est un non-documentaire et que c'est de moins en moins documentaire, mais à partir du moment où on dit c'est une série Netflix et qu'on parle c'est une série Netflix sur la F1, ça marche très très bien et ça a quand même ses avantages. Tu en as parlé d'ailleurs, Manu, tu as dit que Mercedes Ferrari n'avait pas participé à la première saison, ils se sont rendus compte de leur erreur. Oui, ils se sont vite réinscrits pour la suivante. Voilà. Moi, ce qui m'embête un peu avec ça, c'est quand même le fait qu'on prend les voix de la F1, les Will Buxton, Jenny Gow de la BBC, on les prend et ces personnes-là acceptent de jouer le jeu et ça je suis pas je suis désolé mais autant les équipes et les pilotes peuvent pas le faire comme ça parce que elles savent pas où la série va les amener et puis on prend vraiment des bouts de phrases qu'on isole, on prend des trucs vraiment c'est parfois il y a parfois des choses, pas dire que c'est malveillant mais on n'est pas loin de la malhonnêteté sur certains petits bouts. Alors que toutes les personnes qui viennent et qui discutent, et toutes les personnes médiatiques savent exactement ce qui va être le sujet. Et puis Will Buxton, en plus, il est en plein dedans. Enfin, voilà, donc il sait comment Netflix va faire tout ça. Et venir dire, venir mettre de l'huile sur le feu entre Sainz et Norris, qui était meilleur pote chez McLaren, il y avait une saine émulation, c'était une ambiance formidable. Essayer de nous vendre ça comme une je propose que Netflix nous propose la grande histoire d'amitié entre Horner et Wolff et on verra vraiment s'ils sont forts. Mais cela dit, en fait, c'est souvent les réactions négatives qu'on a vues. C'est vrai que c'est aussi des pilotes, des gens qui suivent de la F1 de près. Donc, il ne faut pas voir la F1 comme une sorte de temple sacré avec une vision un petit peu élitiste. Netflix, c'est un des plus gros leviers de croissance qui ait jamais existé pour la Formule 1. C'est assez énorme ce qui s'est passé, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais dans tout le monde. Alors se priver de ce levier, alors oui, effectivement, on gagnerait le droit d'avoir un compte rendu un peu plus véridique, et c'est vrai, mais même nous qui suivons de près la F1, on a hâte, comme disait Franck, de voir les épisodes. Moi, évidemment, pour tout ce qui est montré sur la piste, c'est déformé, mais pour les interviews en coulisses où on a des révélations sur des choses qu'on ignorait totalement au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on perdait avec Netflix? Un énorme levier de croissance, des révélations, une semaine à passer à découvrir ces réactions en coulisses. Tout simplement, juste pour avoir la satisfaction de dire c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. À mon avis, on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, Netflix, je crois que c'est Grosjean qui disait ça, il fait partie du paysage de la Formule 1. Si ce n'est pas Netflix, d'ailleurs, ce sera Amazon, etc. dans les années à venir. Donc, on pourra jamais se passer de ça. Puis j'espère pour Max Verstappen que Netflix ne rachètera pas la Formule 1 si Liberty Media venait à vendre, puisque là, il y aurait peut-être quelques problèmes à attendre. Alors, je suis d'accord, Alexandre, effectivement. Moi, je ne dis pas il faut bannir Netflix, ça y est, il faut que ça s'arrête, mais je pense qu'on le dit souvent, la Formule 1, c'est un feuilleton, c'est une série. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter ces petits leviers complètement faux. Par exemple, l'an dernier, tu avais rien que la partie Racing Point Renault, elle a été géniale. Enfin, c'était un arc qui était exceptionnel à suivre. Tu n'es pas obligé de rajouter la prétendue rivalité super malsaine entre les deux pilotes McLaren. Ça, pour moi, tu vois, c'est des choses qui sont rajoutées, qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, cette année, on a une saison de dingue à tous les points de vue. Tu peux faire 8 épisodes rien qu'avec Toto Wolff et Christian Horner et Helmut Marko. Ce serait dommage qu'on essaie de nous vendre un truc qui n'est pas forcément super intéressant en plus, quoi. C'est ce que j'allais dire justement, c'est qu'ils ont commencé Drive to Survive en 2018-2019, qui étaient quand même des saisons plutôt calmes sur le plan sportif. 2018, il y a eu une brève rivalité entre Mercedes et Ferrari, mais déjà les deux avaient refusé de participer. Et en plus, ça s'est quand même torché quasiment dans l'été.
Et 2019, Mercedes, on a fait croire qu'ils allaient avoir Ferrari à leur trousse, et en fait, ils ont mis 5 doublés et 8 victoires pour commencer la saison. Donc derrière, il fallait un peu trouver des arcs narratifs. Et Netflix s'est fait plaisir. Dès qu'il y avait un arc narratif, en le surdéveloppant, on a vu que c'était le cas avec la surutilisation d'un Gunther Steiner qu'on a bien découvert un peu dans son nouveau caractère. Et puis, une vraie star, du coup, maintenant. Une vraie star. Complètement. Grâce à ça. Et il y avait des très bons arcs entre Renault, Red Bull et tout ça qui étaient aussi excellents et qui étaient très bien développés, finalement, avec des vraies scènes de paddock que personne n'avait vues pendant la saison. Donc c'était hyper intéressant en fait de découvrir ça. Et même dans la saison 3, il y avait aussi des images de paddock qui étaient super intéressantes. Et on voit des belles images de F1 en piste, on voit des belles images de ce qu'est la préparation d'un Grand Prix par les équipes, etc. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Après, c'est vrai que il faut espérer qu'en voyant ce que nous a offert la saison 2021, il se soit dit, bon, bah là, effectivement, on a largement de quoi faire et on va essayer de mettre un peu en retrait cette espèce d'aspect hyper scénarisé en se disant, bah, on a déjà le scénario parfait. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que certaines équipes apparaissent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a pas des contrats, mais une espèce d'accord un peu tacite qui fait qu'ils sont obligés de développer plus d'histoires autour de certaines équipes? On voit que des équipes comme Haas ou McLaren reviennent très souvent, alors qu'en 2018-2019, c'était pas les équipes qui étaient non plus le plus en verve, quoi. Donc, ça s'explique, Manu. Netflix est américain. Il y a Zach Brown d'un côté, il y a Haas, qui est une équipe américaine. En plus, à l'époque où Netflix s'est intéressé à Haas, il y avait là le duel entre Grosjean et Magnussen avec des catastrophes presque à chaque Grand Prix. Donc, il n'y avait même pas besoin d'aller l'inventer, quoi. C'était tout trouvé, quoi. Donc, oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Michael. Je suis d'accord avec toi. C'est que 2021 nous offre une saison tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ils en rajoutent déjà eux-mêmes tellement. Voilà, maintenant, effectivement, si les portes sont fermées pour aller filmer chez Red Bull comme chez Mercedes sur les Grands Prix où c'était un petit peu chaud, ça sera plus compliqué, mais voilà, faudra se contenter, j'espère, d'un récit plus véridique, parce que la saison est de façon exceptionnelle. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est normal qu'il y ait des équipes plus développées que d'autres, sachant que Ferrari et Mercedes autorisent Netflix à un week-end par an, sur 22 maintenant. Donc forcément, si vous faites 22 Grands Prix, il y a un week-end vous êtes chez Ferrari, un week-end vous êtes chez Mercedes, il reste encore 19 Grands Prix à remplir avec 8 équipes. Il y en a forcément qui vont avoir 2, 3, 4 Grands Prix, et donc forcément ils vont pouvoir ils doivent développer aussi avec la matière qu'ils ont, bien évidemment. Justement, ça tombe bien, on en avait discuté avec Kevin Magnussen de Drive to Survive, et il disait que ça c'est très bon quand même pour les équipes, c'est que Netflix, vous ne les remarquez pas. C'est-à-dire qu'ils font, les cadreurs et toutes les personnes qui sont là font leur travail remarquablement bien, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas du week-end. C'est pour ça qu'on a des images qui sont quand même extraordinaires et des moments de vie du paddock qu'on peut avoir nulle part ailleurs, parce que vraiment, c'est pour ça que je me dis, par exemple, quand Abid Bull dit un truc rigolo sur Horner en disant, il a plus de moteur et maintenant il a plus de pilote, ce genre de truc, moi au début je me suis dit, il fait ça, il tire les ficelles parce qu'il voit Netflix, il dit, attends, je vais faire I'm gonna do the big thing and I will be very happy. Et en fait, non, je pense qu'il voyait vraiment pas. Il devait vraiment pas voir les caméras, et c'est vraiment des moments de vie comme ça, des tranches de vie du paddock qui sortent et qui sont assez incroyables. Et puis, je pense quand même que Netflix va pouvoir se rassurer. Il y a quand même eu, à mon avis, puisque le tournage est déjà bien avancé, il y a eu toute la préparation dans la villa des Sainz, bien évidemment en Espagne, un moment obligé, ça c'est extraordinaire. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à demander un stage chez Netflix, parce qu'il y a des vacances bien payées quand même du côté de Majorque, donc faut pas... Moi j'ai hâte de voir le barbecue qui aura été fait certainement. J'ai l'impression que c'est toujours le même épisode de saison. Il y a un épisode de la préparation de Carlos Sainz avec toute sa famille, tout le monde, et on fait des barbecues, des machins, on dit vous savez, il est à fond pour la saison, tout le temps. Ça marche tellement bien que la MotoGP balançait son Drive to Survive, donc ça prouve bien que la MotoGP avait quelque chose qui marchait du tonnerre, donc s'il fallait une preuve de plus du succès, la voici. Après, moi, pour rebondir ce que tu as dit, Michael, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de Grands Prix que d'équipes, je suis prêt à parier que maintenant, les sponsors qui signent avec les équipes de F1 sont prêts aussi à aller voir les équipes en leur disant, par contre, essayez de faire 2, 3, 4 Grands Prix des épisodes, parce que c'est comme aussi une sacrée valorisation du sponsor aussi. Donc, d'ailleurs, a priori, Mercedes en a fait 2 cette année, je crois, avec Netflix. Voilà. Donc, Ah oui, je vais passer à 2 cette fois-ci. Mais alors, on attend évidemment le Drive to Survive version moto. Pierre Fillon a aussi confirmé qu'il y en aura un version endurance. L'IndyCar veut faire un Drive to Survive aussi. Ça d'ailleurs, l'IndyCar, ça va être compliqué, parce que c'est un peu le monde des bisounours là-bas, tout le monde est pote. ça va être plus compliqué, mais
Moi, je me dis, ça va commencer à faire beaucoup, peut-être. Et Fernando Alonso, son propre Drive to Survive sur. C'est vrai. C'est ça. Et 25 octobre 2021, je le dis toujours avec grande fierté, je n'ai pas vu un seul épisode de Fernando sur Amazon Alors, Prime Video. alors que Fernando Alonso a dit lui-même que c'était la meilleure série sortie en 2020 selon lui. Donc, Je vais sauter le pas un jour, faut que je trouve le temps. C'est la meilleure série de sa carrière. C'est ça. C'est un truc que je devais regarder sur Prime Video, ce sera absolument ça, évidemment. Donc je vais faire en sorte que ce soit le cas. Mais c'est vrai que si tout le monde commence à s'y mettre avec son Drive to Survive, ça va commencer à faire beaucoup, mais ça permettra toujours, évidemment, de découvrir des nouveaux pilotes, des nouvelles équipes, et voilà, c'est toujours pratique. Ce sera, pour nous, je pense que ce sera plus intéressant pour les fans de sport auto d'en avoir sur la moto, sur l'endurance, sur l'IndyCar, sur les caisses à savon, sur à peu près tout ce qui roule. Plutôt pour le grand public qui, honnêtement, va pas aller se passionner, je pense, pour une série. Le fait que ça ait fonctionné avec la Formule 1 aussi, c'est parce que Netflix a pu mettre, c'était le premier, et puis c'est de la Formule 1, c'est quand même le sport mécanique numéro 1 au monde. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense que la NASCAR aussi va vouloir en faire un. De Drive to Survive, bref, c'est un petit peu. Ils pourront faire la moitié de la saison sur une rivalité entre Harvick et Elliott qui se foutent sur la gueule depuis à peu près 5 courses, donc c'est bien. Oui, ça qui est pratique, c'est que les rivalités sont vraies. Et puis on a des pour-pif et tout, c'est voilà. Beaucoup plus organique. Je trouve ça extrêmement bien, moi. Je me suggère Flavio Briatore en tant que scénariste. Mais oui, non mais. Alonso pourrait gagner du coup. Ah oui. Ah mais vous imaginez, franchement, parce que le truc, c'est que moi, ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas arrivé avant. Parce que comme le disait Xoan dans le chat, mais vous imaginez qu'au moment de l'espionnage McLaren-Ferrari, je suis sûr ils auront eu une caméra dans le truc de photocopie. J'en suis certain. Rosberg disait récemment aussi, en 2014, vous auriez vu des choses très étonnantes. Il disait d'ailleurs aussi, moi j'aurais pas aimé Netflix, non pas parce qu'il déformait la réalité, mais parce que ça m'aurait fait de la fatigue supplémentaire. Donc déjà qu'il était à bout en 2016, en train de raccourcir la tête de ses chaussettes pour économiser du poids, et il pointait du doigt un autre aspect. Donc effectivement, c'est bien la preuve du succès, c'est qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu Netflix avant. On aurait appris tellement de choses, ça aurait été tellement magnifique, mais bon. Et peut-être que tous les pilotes et tous les patrons disaient la vérité à l'époque. Moi, j'ai rien contre Nico Rosberg, mais à un moment donné, il va commencer à vouloir s'ouvrir un compte pénibilité ou quelque chose là, pour ses dernières saisons en F1. Je veux bien qu'il soit allé au bout du bout, mais enfin là, va falloir. Il met la prime charbon, là, comme les conducteurs SNCF. C'est plus possible, quoi. À un moment donné. Il veut récupérer 600 millions. Il va attaquer en justice la Formule 1, Mercedes et Lewis Hamilton, parce que quand même. C'est trop dur. C'était compliqué. Du coup, si Max est titré, il prendra sa retraite à l'âge de 24 ans. C'est vrai que pour le pauvre Rosberg, du coup, ça lui enlèverait un truc quand même, qui est que c'est le seul à avoir battu Hamilton dans l'air hybride. Voilà, il peut le garder jusqu'à cette ère-là. Après, on dirait que 2022 c'est le grand reset et voilà, mais vraiment il peut. Mais bon, on verra évidemment ce que ça va donner sur cette fin de saison. Mais non, là, Nico, va falloir laisser. Ce qui est fou en fait, c'est que il continue de se justifier. Il est champion du monde, c'est bon. Je serais Nico Rosberg, je ferais ce qu'a fait Jenson Button toute la fin de saison 2009, qui était extraordinaire. Si vous regardez la review officielle de la F1 à l'époque où ils en faisaient une, parce que maintenant ce sont juste des bouts de résumés de course collés, mais ils faisaient des très bons travaux. Et vous avez Jenson Button, et à partir du moment où il passe la ligne au Brésil, il se prend à chaque fois « Hello, this is Jenson Button, Formula One World Champion ». Le mec, il te dit, il y croyait même pas lui-même, je crois. Mais en fait, t'as un peu l'impression que Rosberg a un syndrome de l'imposteur sur son titre, où il a tellement, alors que pourtant il a bataillé, il est allé le chercher, mais superbe. Ça a tellement été rude pour lui que t'as l'impression qu'il pense presque pas avoir mérité, ce qu'il n'a pas du tout Button, qui effectivement le jour où il est devenu champion du monde, a dit bah voilà, moi j'ai fait les bons choix dans ma carrière, je suis resté chez Honda alors que c'était pas gagné et j'ai eu mon titre comme ça. Et ça fait un peu de peine pour Rosberg, il a l'air de pas assumer le fait d'être champion parfois et de devoir essayer de justifier. Alors finalement, oui, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il ne méritait pas, etc. Mais en fait, dans le monde de la F1, il n'y a personne qui remet son titre en cause à un seul moment, quoi. C'est ça, donc il faut encore lui dire bravo. Il faut qu'il le sache, bravo. Nico, c'est bien ce que tu as fait. C'est excellent ce que tu as fait en 2016. Bravo. Mais en tout cas, voilà. Non, on a l'impression qu'il justifie sa retraite au bout de quelques jours, plus qu'il le syndrome de l'imposteur, en fait. Oui, effectivement, mais c'est vrai que oui, la retraite. Donc ça se comprenait aussi, hein, il y a une famille, etc. Donc. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que vraiment, il a quand même fait une masterclass parce qu'il prend une décision hautement controversée et il l'annonce.
Et tout le monde dit ah bravo, parce que vraiment c'est pas facile de faire ce qu'il fait, il a bien raison, alors que je m'attendais à une déferlante de haine, donc bien joué Nico Rosberg qui fait une masterclass sur cette dernière saison. On va terminer avec notre dernier sujet, on va parler de Mercedes. Alors voilà, vous voyez que j'ai mis déclin entre guillemets par de Mercedes, parce que je pense que beaucoup d'équipes aimeraient avoir un déclin pareil, un déclin où on joue les 2 titres, où on mène le championnat des constructeurs. Mais c'est vrai quand même qu'on sent cette saison, voilà, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec la stratégie, mais il y a pas mal d'autres aspects que chez Mercedes, on est plus véritablement au même niveau que celui qu'on avait jusqu'à l'année dernière. Et voilà, est-ce qu'il y aurait des raisons selon vous? Alors, on rappelle donc globalement Mercedes cette saison, il y a quand même beaucoup moins de pole position. Verstappen enchaîne les pole positions quand même depuis pas mal de temps, alors qu'il avait eu beaucoup de difficultés à en avoir ne serait-ce qu'une au début de sa carrière. On rappelle notamment le Mexique en 2018 où il devait faire la pole et il s'est fait battre par Ricciardo, son équipier. Donc voilà, Verstappen qui redevient le roi des qualifs. On a des gros problèmes de fiabilité maintenant chez Mercedes. Valtteri Bottas, on ne compte plus le nombre de grands prix à partir dernier parce que il se retrouve avec un nouveau moteur. À quoi est-ce que ça peut être dû pour toi, Franck, ce genre de choses, ce genre de performance un peu plus difficile, en tout cas cette bataille plus importante au niveau du championnat? Alors, moi je vois deux choses. Je vois déjà de l'honnêteté de la part de Toto Wolff et de son équipe technique qui a dit dès le début de la saison que c'était vraiment cap sur 2022 et qu'on consacrait le moins de budget possible à 2021 ou en termes de développement. Donc du coup on essaie un petit peu de pousser à bout tout ce qui existe, y compris les moteurs. Donc je pense que on s'est peut-être dit aussi. Déjà, on a sous-estimé le changement de réglementation, enfin le fond plat coupé à l'arrière, donc qui a vraiment énormément favorisé Red Bull et défavorisé Mercedes. Donc voilà, déjà là, je pense que c'était une petite claque qui a été prise après les essais hivernaux et les premières courses. On s'est rendu compte effectivement, ça avait rééquilibré totalement les forces en présence entre Mercedes et Red Bull, ce qui a du coup contraint l'équipe à aller piocher dans leur retranchement, parce que aller aux limites de ce qu'on sait faire au niveau du moteur pour compenser des problèmes de châssis. Ça veut aussi dire développer un peu plus le moteur que prévu. Donc ça veut dire le pousser à des régimes où il n'était pas habitué en moyenne à tourner aussi vite, aussi longtemps. Voilà, moi je pense pas qu'ils soient sur un déclin en termes de développement ou autre chose. Je pense surtout qu'ils sont poussés effectivement dans les cordes. Voilà, ils sont obligés d'aller chercher les différentes. Alors, le moteur, c'est effectivement le syndrome, la maladie, on va dire, la plus visible, puisque on a 3 moteurs en 4 courses pour Bottas. Ça veut dire, oui, effectivement, il y a vraiment un problème. Au début, on se disait, non, ils testent les limites pour voir effectivement qu'on peut pousser le moteur pour les vis, jusqu'à ce que ça casse ou pas. Là, on commence à envisager comme de mettre un nouveau moteur à Lewis avant la fin de la saison. Donc, ça veut dire une nouvelle pénalité de 5 places sur la grille, parce que c'est que 5 places pour le moteur thermique, à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire qu'on est vraiment à la limite de ce qu'on sait faire chez Mercedes. Alors peut-être qu'il y a aussi un problème de conception sur ce V6 version 2021. La question a été posée à Toto Wolff pendant le week-end. Est-ce qu'il commence à payer effectivement le départ d'Andy Cowell l'année dernière, et effectivement qui sont un petit peu le départ d'Andy Cowell, le départ de plusieurs employés du côté de chez Red Bull aussi. C'est compliqué. C'est compliqué de dire où se situe le problème. Mais techniquement, il y a quelque chose qui ne va pas sur ces moteurs-là. Après, il y a aussi des belles trouvailles. Je veux mettre aussi le côté de la suspension. On a vu les images de la suspension arrière en détail en Turquie ce week-end, et ensuite les images d'Austin aussi. Et ça, ça a montré que il y a encore de l'innovation. Alors, Red Bull a fait une demande de clarification sur la suspension de Mercedes, donc rien de louche dans la suspension. Ça existait déjà même depuis plusieurs années chez plusieurs équipes. Simplement, ils ont poussé au paroxysme de ce qui était possible de faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a un problème de vitesse de pointe, on a besoin, pas de problème de vitesse de pointe, on a un problème d'appui aérodynamique. Donc pour pouvoir avoir et de la vitesse de pointe et de l'appui aérodynamique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser au maximum notre châssis en ligne droite. Donc ça veut dire trouver un système. Donc je pense que je ne connais pas le système de Mercedes, mais quand on voit comment il agit comme ça d'un coup, on peut penser qu'il y a un amortisseur qui doit prendre le relais d'un autre. Au moment où il y a une force qui s'exerce,
on doit aussi pouvoir le bloquer, c'est-à-dire ne pas que ça agisse en virage, mais que ça agisse qu'en ligne droite, c'est-à-dire que que les forces soient égales côté gauche et côté droit, donc ça veut dire qu'on est en ligne droite, donc ça veut dire qu'effectivement, hop, on passe sur une suspension un peu plus molle, entre guillemets, pour tasser l'arrière. Donc ouais, aussi cette partie voilà, qui a été travaillée, donc qui permet effectivement à Mercedes de reprendre un peu du poil de la bête sur cette fin de saison. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils sont sur un déclin? Je pense pas qu'on puisse parler de déclin, je pense juste qu'on doit parler de choix qui ont été faits, et puis Mercedes reste absolument focalisé à fond sur 2022. Donc moi j'ai hâte de voir en 2022 où se trouvera Red Bull. Ouais, effectivement, c'est la grande question. On est peut-être plus sur une fin de cycle, peut-être, hein, chez Mercedes. C'est ce que j'allais dire, ouais. Vas-y, Manu. J'allais dire fin de cycle parce que on voit qu'il y a un nouveau pilote qui arrive l'an prochain, un nouveau règlement, il y a des départs qui se font dans l'organigramme, et au final, on voit que l'équipe se réinvente un peu, et puis c'est ce qu'ils ont dû faire tout le temps chaque année, et qu'ils ont réussi à faire parce qu'ils avaient un peu un matelas d'avance, et finalement, ils arrivaient toujours à être là. Ils ont réussi à se réinventer à des moments où ils avaient commencé à se faire un peu rattraper. Mais là, il y a tout qui est nouveau pour eux. Et à la fois, ils sont obligés de lutter contre Red Bull qui est plus proche que jamais. Et je pense que ça crée une dynamique qui n'était pas encore connue dans l'équipe, en fait, puisque depuis qu'ils dominent, ils n'ont pas eu autant de choses à gérer. Là, il y a quand même donc, le nouveau règlement, le plafond budgétaire, Red Bull qui est à leur trousse. Et ça fait beaucoup à gérer. Et je pense qu'effectivement, ça les a un peu plus mis dans le... J'allais dire en difficulté, mais encore une fois, il y a tellement d'équipes qui aimeraient être à leur niveau que difficulté me paraît être un gros concept. Je pense plutôt juste en délicatesse, en fait, avec les priorités à trouver. Pas que Wolff montre ses limites, mais je pense que oui, il a peut-être plus de mal à superviser ce qui se passe sur tous les départements, parce que justement, déjà, le département châssis prend un temps et une place énorme du fait de la nouvelle réglementation. Et effectivement, je crois que il y a ce côté un peu fin de cycle où ils veulent directement le mieux possible rebondir l'an prochain pour faire cette transition, et je pense que ça se voit cette année. Ça ne veut pas dire que l'an prochain ça se verra. Et puis il y a quelque chose, je pense qu'il faut mentionner, c'est des budgets plafonnés. Mercedes était la plus grosse équipe du plateau. Ils ont dû compresser toute leur structure, enlever les ingénieurs aussi, les mettre ailleurs. Alors certes, les budgets moteurs ne sont pas plafonnés, mais au niveau châssis, ça fait partie de cette équation des choix pour l'an prochain. On ne peut plus travailler chez Mercedes 2 saisons vraiment en même temps comme on le faisait avant. Et donc je pense qu'on sous-estime peut-être encore tout l'impact des budgets plafonnés sur la F1. Ça a tendance à rapprocher les performances des équipes, et quand en plus vous avez un règlement qui rapproche naturellement Red Bull et Mercedes, moi je pense plutôt que Mercedes, au lieu d'être sur le déclin, limite plus les dégâts qu'on pourrait le penser, parce qu'il n'y a qu'à voir où est Aston Martin en ce moment avec le même châssis, avec l'année N-1 de Mercedes. Aston est plus lente que Alfa Romeo, et au contraire on a vu Mercedes apporter des évolutions qui ont très très bien fonctionné à Silverstone pour repartir de l'avant. Donc à mon avis, c'est pas Mercedes qui a baissé, c'est la F1 qui a baissé Mercedes avec tous les changements de règlement, et il faudra voir ce que ça donne l'an prochain. Peut-être qu'ils vont tout défoncer, je ne sais pas. C'est vrai que ces budgets plafonnés sont extrêmement importants, et comme on rappelle, il y a 2 semaines, Julien Febro ici nous avait dit que dans le paddock, globalement, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des équipes qui dépassent pour l'instant les prévisions de ce budget. On peut imaginer que Mercedes en fait peut-être partie, hein, effectivement, ça ne va pas être très simple de devoir gérer des dépenses, de devoir baisser quasiment. Ils étaient quand même sur un bon 30% de moins qu'ils devaient faire, parce que quand on était à plus de 300 millions, même plus, c'était quasiment, ils devaient quasiment baisser de moitié leurs dépenses. Donc c'était pas merci à Dick Nick pour l'abonnement avec Prime, mais c'est donc pas simple, hein, très clairement pour Mercedes. Ce sera réglé pour Mercedes. S'ils ne sont pas champions du monde, il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas de prime, le salaire de décembre ne sera pas payé. On reviendra dans les clous. Je mettrais juste un bémol sur Aston Martin, parce que je pense qu'Aston Martin, le problème, c'est qu'ils ont pris le concept de Mercedes l'an dernier, mais ils ont fait eux-mêmes des évolutions sur cette voiture cette année, et en fait, ils avaient oublié un seul truc, c'est que c'est une voiture qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que les évolutions qu'ils ont amenées et les choses qu'ils ont changées sur cette voiture ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de châssis qui est quand même... Chez Mercedes, c'est une évolution, en fait, tout est une évolution du concept de 2017, qui est un concept qu'ils auront usé et vraiment utilisé au maximum, avec l'ajout du DAS, avec des suspensions différentes, avec un affinage de l'aéro. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très impressionnant sur l'évolution de la Mercedes depuis 2017. Aston Martin, ils ont acheté le châssis, à peu de choses près, acheté le concept, et ils ont fait une voiture qui était très bonne, parce que
forcément, en 2020, ils avaient la copie conforme de la Mercedes de 2019, qui était une machine de guerre. Et là, qu'ils ont dû faire eux-mêmes des évolutions et adapter un nouveau concept aéro sur les voitures qui, en fait, ils n'avaient pas de connaissances. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça. Et d'ailleurs, ça les aura sûrement calmés sur le modèle, justement, on achète des pièces et puis on essaie d'acheter le maximum, parce que finalement, je pense qu'ils voient la limite qui est que quand on ne connaît pas une voiture, on ne peut pas la développer et l'adapter à quelque chose de nouveau. Et je pense que ça leur a fait beaucoup, beaucoup de mal cette année. C'est pour ça que Haas n'arrivait pas non plus à faire évoluer la Ferrari. Alors ils ont décidé de directement confier le développement de la Haas aux ingénieurs Ferrari, Maranello. Voilà. Et c'est pour ça que là, nous on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'elle n'évolue pas depuis 2018. Voilà, ils ne savent pas faire ce qu'il faut, très clairement. Mais c'est vrai que je viens de me dire, mais j'ai d'y penser tout à l'heure, mais quand tu disais, Franck, on leur donne pas de bonus, pas de ça, mais t'imagines, ça se trouve, on en arriverait là, et c'est-à-dire que tu aurais, dans la même saison, tu aurais une équipe qui dirait à leurs employés, écoutez, on peut pas vous payer ce mois-ci, parce que vous comprenez, on est ric-rac, ça devient compliqué, voilà, on va essayer de faire survivre l'équipe. Et de l'autre côté, tu as, écoutez, on peut pas vous payer ce mois-ci parce qu'on est trop riche et qu'à un moment donné, faut devenir ric-rac. Ça va nous mettre dans des circonstances, des trucs fous. C'est une question qu'on avait pu poser à l'arrivée des budgets plafonnés, c'est est-ce que on va pas payer moins pour avoir le même nombre de personnes? Même le salaire minimum a augmenté au Royaume-Uni tout récemment, donc mécaniquement ça va encore augmenter les salaires. On a une inflation du tonnerre au Royaume-Uni, donc c'est pas seulement les budgets plafonnés, ils vont baisser d'année en année. Mais avec l'inflation des salaires naturels, on va avoir de plus en plus de gens à payer, de plus en plus cher et de moins en moins de budget. Donc ça va faire un effet ciseau absolument terrible, parce que les budgets plafonnés 145 millions, mais s'ils restent au même niveau, imaginons qu'ils restent au même niveau pendant 10 ans, ça fait en réalité, en valeur réelle, ils vont baisser de 1 à 2% par an. Et c'est quand même assez important sur toute une saison. Donc je pense que c'est tout un modèle qui est remis en question. Mais le côté positif de ça, c'est qu'on a des équipes de F1 qui deviennent rentables parce qu'elles deviennent de plus en plus attractives, puisqu'on sait combien on va dépenser, on sait combien on va percevoir grâce aux droits télé. Et c'est ce qui fait maintenant des équipes de F1 des business prévisibles et rentables, alors qu'auparavant, il fallait dépenser le plus possible, absolument le plus possible. C'était une course aux armements sans fin. Aujourd'hui, les équipes de F1 sont des franchises très, très rentables. On a vu Zach Brown qui disait une équipe de F1, ça va valoir 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars ces prochaines années. Alors on comprend mieux pourquoi Sauber ne veut pas vendre à Andretti pour 600 millions. 600 millions, ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est que 4-5 années de budget plafonné, c'est pas énorme. Donc c'est une terrible nouvelle pour la compétitivité de Mercedes, mais à mon avis, c'est l'idée la plus saine qui soit pour la F1. Très clairement, on verra en tout cas évidemment ce qu'il en sera. Après, vous pourrez nous ressortir cette image avec l'équipe allemande sur le déclin quand Hamilton aura fêté son 8e titre et que Mercedes aura fait pareil, hein, bien évidemment, ça n'hésitez pas. Il fêtera le 9e fin 2022 surtout. Oh. Qui va partir le Drive for 10 qui sera incroyable pour 2023. S'il pouvait éviter de battre Alonso de justesse l'an prochain, ça m'arrangerait, merci. Après, bon, faut encore qu'Alpine joue le titre, ça c'est pas encore gagné non plus, mais ce serait... Ça s'ajouterait à la collection de titres d'Alonso manqués pour moins de 3 points, c'est bien. Ouais, mais c'est ça qui est fou, parce que imaginez s'il montait quelque chose sur son étagère, sur sa cheminée, avec, rentrer, et là, voilà, c'est tous les titres que j'ai failli gagner. Il y a pas mal de trucs, à mon avis. Bon, il dirait que Mercedes fait une suspension arrière flexible, voilà, ça... Voilà, il peut prendre l'armoire de Sterling Moss, je pense qu'elle est disponible. Hein. Elles contiennent autant d'air, toutes les deux, niveau. Maintenant, évidemment, ça veut dire, mais regardez-moi ça, mais il ne respecte pas Sterling Moss, l'un des plus grands pilotes de tous les temps, mais c'est un scandale. Évidemment que si, les amis, ne vous en faites pas. Mais non, c'est vrai que le pauvre Fernand, là, il va dire, mais tout le monde le savait, mais j'étais le premier à le dire, moi, que la suspension arrière, elle bougeait sur cette Mercedes, mais ils ont attendu les États-Unis pour s'en rendre compte, c'est incroyable. Ça se trouve, c'est ce qui se dit. Mais bon, là, comme il est très loin, je pense que Mercedes est très loin de ses préoccupations. Actuellement, il va essayer de remonter avec Alpine et on leur souhaite évidemment le meilleur. Si tout le monde pouvait. Après, voilà, c'est pas non plus l'école des fans, tout le monde ne pourra pas se battre pour le titre l'an prochain. Il y aura forcément les derniers. Ça, on verra dans quelques mois maintenant de qui il s'agira. Mais, surtout qu'on annonce. Ouais, surtout qu'on annonce des F1 2022 qui seraient finalement qu'à une demi-seconde des F1 actuels. Donc ça veut dire. Ouais, mais ça, moi, ça me rend. C'est-à-dire que je comprends pas. Parce que donc il y a eu cette fameuse. Alors, pour l'instant, ça reste stade de rumeur. Enfin voilà, c'est qu'ils font des modélisations de plus en plus précises et commencent à dire une demi-seconde. On a Perez qui a roulé dans le simulateur et qui a dit que
globalement une catastrophe à piloter entre guillemets parce que justement il sent que c'est pas du tout la même chose que 2021. Je sais pas comment ils vont nous les faire trade. Ils vont aller à 400 en ligne droite, ça va être quoi le truc? Moi je suis. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la F1 disait oui, là on a un bon concept pour ralentir de 2 à 3 secondes et tout ça. Et en même temps, ils nous disent on a un bon concept pour améliorer les dépassements. Donc s'ils ont autant réussi que l'aspect dépassement que l'aspect ralentissement de la voiture, on va pas forcément vivre une saison 2022 qui sera à la hauteur des promesses. Mais bon. Après, je pense que l'effet de sol fera quand même son boulot sur le côté dépassement, mais c'est vrai que par contre on risque d'avoir après quelques mois de développement des F1 qui seront du coup les plus rapides de l'histoire et en tout début de cycle, donc ça reste pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est pareil sur l'aspect sécuritaire aussi, mine de rien ça fera des voitures qui iront beaucoup trop vite potentiellement. Et là Nolac nous dit pas tant 400 en ligne droite mais une bonne petite augmentation des vitesses dans les virages rapides ce serait pas étonnant. D'accord, mais enfin mon cop s'il passe à fond déjà, c'est-à-dire que Normalement, justement, il y aura moins de vitesse en virage, puisque l'appui, l'effet de sol générera moins d'appui que ces ailerons énormes qu'ils ont actuellement. Donc, c'est plutôt normalement moins de traînée qu'elles génèrent les voitures. Donc, ils doivent aller plus vite en ligne droite. Et normalement, justement, ça doit faire des zones de freinage plus longues, puisqu'ils arriveront plus vite et passeront moins vite en virage. Donc, c'est là où c'est le but, c'est que ce soit la différence face au freinage qui seront normalement plus importants. Mais après, à voir ce que les équipes vont trouver et à voir quelles zones grises auront laissé quand même les directeurs techniques de la F1. Ça dépendra beaucoup des pneus aussi. Je pense que ce sont les pneus que d'habitude vont dicter aussi la fenêtre de performance de ces voitures avec des 18 pouces qui sont totalement nouveaux. Pirelli qui doit être plutôt conservateur, je pense, en plus pour cette première année. Donc ça voilà. Si on met que des pneus pas C1 mais des pneus C-27, là, elles iront moins vite. Pour être honnête, moi j'étais très surpris en voyant tout ce qui se disait avec la demi-seconde de moins. Moi j'ai du mal à voir vraiment comment ça peut. Ça vient de Simons quand même. Hein. Il avoue de lui-même que ça va plus vite que prévu. Donc, après, et les pneus Pirelli seraient aussi meilleurs que prévu aussi, ce qui joue aussi dans les prévisions. Après, il y a une autre option, c'est que la F1 bosse sur ces concepts depuis 2 ans. Donc le niveau qu'ils ont eux avec leurs concepts est peut-être très éloigné de ce que les équipes ont actuellement. C'est pas impossible que. On rappelle qu'ils ont fait, il y a plusieurs dizaines de concepts qui sont sortis des bureaux d'études de la F1 sur l'idée de la voiture 2022, alors que les équipes ont commencé à bosser dessus au plus tôt en janvier 2021. Donc c'est pas impossible que les équipes soient pas encore au même niveau de développement, ce qui expliquerait effectivement les premiers retours des pilotes qui sont pour l'instant qui parlent pour l'instant de voitures qui sont difficiles à piloter et qui sont plus lentes. Peut-être que c'est parce que Simon sera avec Codemasters, non, peut-être, pour cette simulation. C'est ça, ils ont un simulateur dernier cri mais c'est la fin 2021, ils ont pas remarqué donc voilà, c'est extrêmement peu réaliste finalement. Les images sont magnifiques, hein. On s'y croirait. C'est peut-être le souci. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Messieurs, on a digressé. Pardon, on a digressé. On n'a pas encore digressé. On va. Si un jour on a Lucas Di on va battre les 50 000 viewers évidemment. Tremble popcorn. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Cette émission, bien évidemment, sur retour sur le Grand Prix des États-Unis, sur un petit peu tout ce qui a agité évidemment le monde de la Formule 1. On revient la semaine prochaine, on revient mardi. Donc maintenant, on va s'installer le mardi. Voilà, rassurez-vous, on va se réinstaller complètement le mardi. Donc mardi prochain, 20h30, et on aura plein de choses à dire. Ça, on n'en doute pas, parce que on pourra vous faire le 14e chapitre du feuilleton avec Alfa Romeo, parce que déjà, on vous a fait 8 chapitres à peu près sur les pilotes pour l'an prochain. On va entamer le 6e chapitre avec Andretti, où ça commence à sentir un petit peu moins bon. On va pas se le cacher maintenant. Donc voilà, on parlera de tout cela, bien évidemment. N'hésitez pas à nous retrouver jeudi aussi, 20h30, sur cette même chaîne Twitch, pour le Racing Café, parce que on parlera évidemment encore une fois de Formule 1, mais on parlera aussi de Fabio Quartararo, champion du monde MotoGP. C'est absolument historique, donc venez évidemment. Jamais un pilote français n'a été titré en catégorie reine des Grands Prix moto, donc ça ne sera évidemment à ne pas louper. On parlera aussi d'Extremi. Ah, il y avait de l'Extremi ce week-end, oui, moi je l'ai appris dimanche, mais ouais, c'est bien, très clairement. C'était vraiment plus sympa. Tu vas avoir du monde, hein, avec... Ah, pas avec l'extrémité, je peux dire que ça va. Non, c'est le truc, on se positionne sur ces choses dont peu de personnes parlent, et ben on en parle bien. On en parle. Ce sera pareil avec les trottinettes électriques d'ailleurs. Ah, ça par contre, oui, non, mais c'est temps que ça vienne. Hein. Lucas, il va falloir qu'il. D'ailleurs, en parlant de Lucas Di Grassi, on parlera d'un truc qui s'est passé ce week-end, qui va peut-être rendre Lucas Di Grassi un petit peu vert. C'est que pour la toute première fois, il y a eu une compétition de voitures autonomes, sauf que c'était pas Roborace. C'est dommage. C'était sur Indianapolis Motor Speedway. C'était pas fou, mais ça a existé. Au moins, ça a eu
le mérite d'exister et d'avoir été fait. Donc ce sera jeudi à partir de 20h30. Merci Manu, merci Franck, merci Alexandre, comme d'habitude. C'est Merci à un tous. grand plaisir. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.